Du coup, vous l'aurez compris, on va surtout parler de deux bandes dessinées ce soir. On va parler d'Un homme est mort de Chris et du coup de Mon poing dans ta gueule de Sandrine. Qui veut commencer? Sandrine? Ok, en même temps c'est déjà affiché, donc allons-y. Question toute simple en fait. Pourquoi avoir voulu raconter les Gilets jaunes en bande dessinée? Alors pourquoi? Vaste question. Déjà, en fait, ça s'est vraiment passé un peu par hasard et c'est pas vraiment réfléchi, c'était vraiment l'impulsion du moment en fait. C'est que j'ai commencé à recueillir les témoignages en novembre 2018, mais parmi les gens de mon entourage en fait. J'ai senti qu'il se passait quelque chose, que justement je voyais des gens qui habituellement manifestaient pas, des gens dans lesquels moi, je me reconnaissais, moi, dans les profils. Et ça m'a parlé en fait. Je crois que c'était la première fois qu'un mouvement social, je me reconnaissais dans un mouvement social et que ça me parlait en fait. Donc j'ai eu envie à mon niveau, voyant qu'on racontait pas mal d'âneries sur le mouvement, j'ai eu envie à mon niveau de donner la parole déjà aux gens que je connaissais. Donc j'ai commencé à recueillir les témoignages, un peu à l'arrache comme ça, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc j'ai fait ça vraiment. Est-ce qu'il y avait déjà l'idée d'une bande dessinée ou c'était plus spontané comme ça Alors au début c'était spontané, je savais pas du tout ce que j'allais en faire. J'ai commencé à recueillir les témoignages comme ça, un repas de famille. De gens qui avaient participé en disant dans le but de contrecarrer un peu ce qu'on disait, ce qui se disait en fait, donc pour montrer non, vous voyez, voilà. Et au départ, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à aller sur les ronds-points, à rencontrer des gens que je connaissais pas, et à entendre des gens qui avaient des choses intéressantes à dire. Donc de petit à petit, comme ça, le projet il a grandi, puis j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de gens. J'ai commencé à réaliser une bande dessinée en parallèle que j'ai diffusée sur un blog sur Mediapart. Mais vraiment à l'arrache, ça a été vraiment fait dans l'urgence et à l'arrache. Vraiment par épisode? Voilà, c'est ça, donc par personne, parce que je voulais que ce soit diffusé au fur et à mesure. Et petit à petit, en fait, j'ai continué le projet comme ça sur plusieurs mois. Et voyant après que le mouvement commençait à perdre un petit peu en dynamique, j'ai eu l'idée au fur et à mesure d'en faire plutôt un livre mémoriel entre guillemets, mais pour faire une prise de recul et puis faire un travail plus de fond et prendre plus le temps justement pour faire plus un travail de mémoire, mais sachant que j'avais quand même recueilli des témoignages au fur et à mesure, donc j'ai suivi des personnes dans le temps en fait sur plusieurs mois, sur une période on va dire à peu près de 2 ans. Voilà, donc ce qui explique c'est un peu une prise de recul en fait aussi sur la durée en fait. Ça marche. Quand on lit la BD dès le début, on voit que vous n'hésitez pas à vous mettre en scène vous-même. Pourquoi ce choix en fait, vous intégrez véritablement au récit? D'ailleurs, je vais mettre une. En fait, je le fais assez peu. Finalement, j'interviens assez peu. Les gens, je me suis mis en scène quand ça me semblait nécessaire au niveau de la narration. Mais c'est vrai que je parle pas du tout de moi, par contre. C'est vraiment, je m'utilise comme personnage pour faire un lien entre les différentes personnes qui témoignent. Et surtout, j'ai une partie documentaire au tout début, où d'une 20aine de pages, où en fait, je retrace un peu les grandes lignes du mouvement. Parce que le but, c'était que quelqu'un qui lit le livre dans 20 ans puisse se repérer un petit peu. Et c'est vraiment l'idée de travail de mémoire, dans le sens où il faut que ce puisse être lu dans 20 ans, et que ce soit compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas vécu les événements ou qui a un peu oublié. Donc donc je m'utilise comme personnage à ce moment-là, dans cette partie documentaire, surtout pour faire un lien justement entre tous les événements, et après j'interviens de temps en temps dans certains témoignages pour rebondir sur ce que dit une personne par exemple. Après c'est un travail d'écriture qui s'est fait derrière en fait pour comme ça sont les nécessaires, j'interviens mais vraiment très peu et je me mets vraiment en retrait. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, qu'en effet il y a une longue introduction qui explique un petit peu le mouvement dans son ensemble, comment ça se passe, comment ça évolue, et après c'est une suite de portraits vraiment, de gens sélectionnés, et justement, vous parliez des témoignages tout à l'heure, en fait, comment vous avez fait pour déjà les choisir, et puis encore une fois, peut-être gagner leur confiance, parce que vous parliez des médias, et peut-être une certaine défiance aussi vis-à-vis des gens qui viennent analyser ce mouvement. Comment vous avez fait justement pour rentrer un peu dans leur intimité, les faire parler parce que finalement c'est un récit intime, parce que votre bande dessinée raconte beaucoup aussi de leur enfance, de leur histoire, ce qui les a amenés là, pourquoi ils s'engagent, donc c'est quand même très personnel. Oui, mais en fait c'est avant tout des portraits de personnes, en fait c'est des parcours de vie avant tout. Alors il s'avère que le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont mis un gilet jaune. Mais j'ai vraiment voulu remettre l'humain au cœur en fait. Le but c'était de comprendre qui est cette personne, qu'est-ce qui à un moment donné l'a amené à s'investir dans ce mouvement social, quel a été le déclic et qu'est-ce qui explique
peut-être dans son vécu, dans son passé, qu'elle se soit investie en fait, parce que c'est pas par hasard en fait, on se retrouve pas par hasard. Surtout qu'il y a des gens qui sont très investis dans le livre. Il y a 9 personnes, donc il y en a qui ont participé à quelques rassemblements, d'autres qui ont été très investis sur la durée. Donc le but c'était d'essayer de comprendre en fait, voilà, qu'est-ce qui pouvait amener pour certains, pour la première fois finalement, à s'investir dans un mouvement social. Voilà, donc effectivement, j'ai oublié la question. Il y avait aussi la question un peu peut-être des réticences, en fait, réussir à les faire parler, à se livrer. Alors du coup, il n'y a pas eu de réticence dans le sens où, sachant que certains m'avaient vu sur les ronds-points, déjà parce que moi j'ai mis le gilet jaune à titre personnel, comme pas mal de gens. Voilà, et effectivement, donc voilà, ils savaient que j'étais solidaire du mouvement. Voilà, j'avais un positionnement qui faisait que la confiance, elle s'est faite naturellement, et que finalement, j'ai été transparente dès le départ en fait sur mon intention, sur voilà, d'où je venais et où j'allais quoi. Donc en fait, il n'y a pas eu ce souci-là, voilà. Dans le sens, voilà, je suis pas journaliste effectivement, donc il n'y a pas eu. Voilà, j'étais comme eux en fait. Voilà. Et au niveau peut-être de la prise de notes ou du dessin, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut susciter une méfiance ou au contraire voir quelqu'un qui griffonne, qui fait des brouillons, qui dessine à côté, est-ce que ça met plutôt à l'aise? Oui, puis en plus moi j'enregistrais les entretiens, donc en fait du coup il n'y a eu aucun souci, non. Mais effectivement il y en a parfois, il y en a certains, s'ils n'avaient pas voulu j'aurais dessiné, enfin. Mais non, effectivement je pense et le fait que ce soit une bande dessinée aussi je pense que la démarche est différente, c'est moins intrusif aussi par la suite. Enfin, voilà, c'est dessiné, il y a une prise de recul aussi sur la personne. Elle est pas, voilà, c'est pas son image vraiment directe qui est diffusée. C'est une représentation, voilà, réinterprétée en fait d'elle en fait. Donc c'est un petit peu différent quand même. Oui. Vous parliez du coup de 9 personnages. Oui. Pourquoi ces 9 là par rapport à d'autres? Et aussi pourquoi il y a moins de femmes aussi? C'est une réflexion que je me suis faite, je crois qu'il y avait 3 femmes sur 9. Ouais, est-ce que c'est quelque chose qui représente un peu les rencontres que vous avez faites ou est-ce que c'est le hasard? Est-ce que les femmes parlaient moins? C'est le hasard et je pense que les femmes, effectivement, j'ai rencontré plusieurs femmes avec qui j'ai discuté, qui avaient vraiment des choses intéressantes à dire. J'ai eu plus de mal à les faire témoigner, effectivement. Après, elles ne voulaient pas forcément derrière témoigner. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus des hommes, effectivement, qui ont accepté, en tout cas, d'aller au bout de la démarche. De cette démarche. Et encore, il y a une femme dans le lit, elle a failli ne pas le faire, et donc voilà, il a fallu, voilà. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, oui, effectivement. Mais par contre, c'était pas représentatif de la réalité du terrain où il y avait beaucoup de femmes quand même. Je crois que c'est une des spécificités de ce mouvement, c'est qu'il y a pas mal de femmes quand même. Oui, d'ailleurs, il y a des statistiques dans la bande dessinée qui ont un petit peu la typologie des plus de femmes que dans la plupart des mouvements sociaux habituellement en fait. Ouais. Ça marche. Vous parliez des enregistrements, je crois de mémoire, vous aviez 30 heures d'enregistrement. 30-40 heures, une quarantaine d'heures à peu près. Alors comment on fait pour faire le tri dans tout ça? Est-ce que, en gros, les gens qui disent la même chose, on fusionne, on prend juste une seule personne qui dit la même chose que toutes les autres? Est-ce qu'on essaie d'avoir une diversité de discours ou au contraire d'essayer de prendre le point commun à tous ces personnages? Comment on fonctionne? En fait, du coup, moi j'ai écrit chaque témoignage à part en fait. Donc du coup, j'avais parfois plusieurs enregistrements de la même personne, mais sur plusieurs mois d'écart parfois. Donc ce qui fait qu'il a fallu aussi retranscrire une évolution dans sa façon de penser. Parce qu'il y a les gens ont pas mal évolué à travers le mouvement en fait. L'état d'esprit au début, en novembre ou même en janvier 2019, c'est pas du tout le même un an après, quoi, en 2020, clairement. Donc il a fallu aussi retranscrire cette évolution dans l'état d'esprit en fait. Et donc voilà, il y a un gros travail d'écriture, c'était une vraie galère. Effectivement, déjà la première étape c'est de retranscrire ce que dit la personne, et après à partir de là commence le travail d'écriture en lui-même, où là voilà, on synthétise, on retient ce qui est le plus, ce qui me semble le plus représentatif de la personne. On essaye de créer comme ça une continuité, créer un schéma d'écriture. L'écriture a été très longue. Ça marche. Au passage, Chris, si tu as des questions, n'hésite pas. Je ne veux pas monopoliser la parole s'il y a des choses qui te viennent. Juste sur la narration et tout ça. Ok. Au sein de la revue dessinée, on s'est confronté à justement comment raconter un réel qui est quasi en train de se faire, ou qui vient de se faire en tout cas, et notamment toute cette difficulté de réécriture de la parole
autant quand on fait un documentaire en prise de vue, en image réelle, ben voilà, on filme la personne, elle parle, elle témoigne, après on fait un choix au montage, mais au moins tout est là. Alors que, oui, il y a la nécessité de synthétiser, nous en bande dessinée, des bulles, ça prend vite beaucoup de place, par exemple, etc. Et on avait eu ce problème-là avec une bande dessinée qui s'appelle Politique Qualité, qui raconte l'histoire d'une troupe de théâtre de femmes ouvrières et qui est parue chez Futuropolis, à laquelle j'avais participé en termes d'écriture. Et c'était pareil, des portraits de 10 femmes comme ça. Et la difficulté de rendre dynamique, ben voilà, tu l'as en plus, tu es merveilleux. Donc Sébastien Vassan, qui était le dessinateur, l'a fini tout seul parce que justement, en termes d'écriture, j'arrivais pas à trouver la porte d'entrée pour être dynamique sur juste 10 femmes qui parlent frontalement face à la caméra, entre guillemets, même si la caméra c'est notre crayon. Et autant en prise de vue réelle, il y a quelque chose qui passe en termes d'émotion ou autre qui peut être très très fort, autant par le dessin, retraduit par le dessin, on n'arrivait pas à trouver le truc. Et donc ça avait été une bonne leçon pour me dire, en fait c'est pas comme ça qu'il faut faire quand on en bande dessinée, quand on singe vraiment ce que peut faire la caméra par exemple. Je pense pas qu'on est dans le vrai. Donc il faut réinventer ça graphiquement, il faut parfois sortir justement d'une représentation réaliste par exemple, aller vers des choses très symboliques, aller vers du data, même, enfin il y a plein de choses. Et la revue dessinée, on l'a créée dans la foulée de Politique Qualité avec cette volonté justement de se dire bon merde, comment on fait en fait, vraiment faire du documentaire en bande dessinée, comment on est spécifique par rapport à la photo ou par rapport au cinéma ou par rapport à la télévision. Donc ça pose toujours plein de questions qui me fascinent un peu. C'est pour ça que j'aime bien écouter les autres auteurs, les autres autrices qui ont travaillé dans le documentaire, parce que voilà, il y a plein de façons de le faire, et on est encore finalement à la jeunesse du documentaire en bande dessinée. Ça fait 30 ans qu'on fait à peine qu'on fait vraiment du documentaire, et 10-15 ans massivement en bande dessinée. Donc finalement on est encore un art très jeune pour faire du documentaire. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que toi, Sandrine, tu as beaucoup d'astuces, on va dire, pour essayer de dynamiser le récit. Soit en te mettant en scène, soit en mettant en scène des personnages qui ne sont pas forcément là, en faisant des confrontations de personnages qui ne sont pas vraiment rencontrés, mais juste pour vraiment créer une espèce de dynamique visuelle. Ça, j'imagine, c'était un effort conscient et permanent pour un peu rendre visuellement la bande dessinée attractive et intéressante, parce que c'est vrai que c'est vite après des gens face caméra en effet qui parlent ou sur un rond-point, mais en termes de dynamisme, de graphisme, de mouvement, etc., c'est vite limité. Donc comment tu as travaillé là-dessus pour rendre ça attractif? Justement, effectivement, ce que disait Chris, ce qui n'est pas évident, c'est d'essayer de rendre ça dynamique. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivée, bon, j'ai essayé. Mais effectivement, ce qui est bien en plus avec la bande dessinée, c'est qu'on peut se permettre certaines libertés, dans le sens où on peut représenter des scènes qui n'ont jamais eu lieu, mais qui peuvent mettre en scène à un moment donné ce que voudrait faire la personne, ou ce qu'elle. Voilà, à un moment donné, je confronte une des personnes, Barbara, qui engueule Macron, donc chose qu'elle n'a jamais fait en vrai. Mais parce que ça me semblait, voilà, ce qu'elle l'interpellait souvent dans l'interview, donc j'ai imaginé cette scène où voilà, elle l'interpellait directement. Voilà, c'est des choses qu'on peut se permettre en bande dessinée, par exemple, qui passeraient pas dans un autre cadre. Donc voilà, il y a des astuces comme ça, voilà, où se mettre en scène, voilà, mettre voilà, des hommes en costard avec des têtes de cochon. Enfin voilà, on peut se permettre des choses comme ça pour faire passer, justement pour dynamiser et faire en sorte que de transmettre l'information d'une façon peut-être plus ludique, on va dire. Voilà, qui passe mieux en tout cas. On peut se permettre certaines libertés qu'on ne peut pas se permettre sur un autre, dans un autre cadre, quoi. Je reviens un petit peu au témoignage. On sent dans ta BD une forte empathie finalement pour les interlocuteurs. Peut-être quels sont ceux qui t'ont le plus touché, toi? Est-ce que tu avais besoin de ça pour raconter une BD si les gens avaient eu, je ne sais pas, s'ils avaient été moins sympathiques ou moins intéressants? Est-ce que tu serais allé au bout du projet? Si les gens étaient par exemple très en colère, très hargneux, et que tu aurais eu du mal à t'identifier et à comprendre leurs sentiments, leurs positions, est-ce que ça aurait pu bloquer le processus créatif? En fait, le truc, c'est que... comment expliquer ça? Disons que je suis allée au bout du projet aussi avec des personnes avec qui le courant passait bien, en fait, dans le sens où voilà, on savait qu'on pouvait avancer ensemble. Donc c'est un feeling aussi qui se crée au fur et à mesure, c'est que j'ai discuté avec des gens, et puis voilà, sur les ronds-points pour certains, et voilà, je me suis dit, cette personne-là, voilà, je sens qu'elle a des choses à dire, et je sens qu'avec elle, voilà, on peut réussir à faire quelque chose, voilà. De toute façon, c'était un travail à cœur ouvert, d'un côté comme de l'autre. Moi, je l'ai fait ça avec toute la sincérité du monde, avec pas mal de naïveté aussi par moments, mais et c'était pareil de leur côté. Enfin, les personnes qui se livrent dans le livre, elles le font avec beaucoup de sincérité. Et elles m'ont vraiment fait confiance complètement, quoi. Donc c'était un travail de confiance mutuelle aussi.
Et effectivement, donc on sent pas mal, oui, effectivement, d'empathie, parce que je pense que c'est pas... Bah, de toute façon, quand on s'intéresse à un sujet comme ça, forcément, on a une empathie. Déjà, moi, j'étais sympathisante du mouvement, j'ai moi-même porté le gilet jaune, donc forcément, il y avait une empathie qui s'est faite aussi. Et de toute façon, n'importe quelle personne, je me suis rendu compte, avec qui on commence à discuter, même si à la base, on n'est pas forcément, on se dit, bah, cette personne-là, j'ai rien en commun avec elle. Au final, il suffit de prendre le temps d'écouter. Et de toute façon, à un moment donné, voilà, quand la personne se livre et qu'on prend le temps de l'écouter, de toute façon, il y a forcément une sympathie qui se crée, en fait. Et c'est ce que ça m'a appris, moi, en tout cas, ce projet. Donc, Un des éléments intéressants, c'est vrai que sur les 9 portraits, c'est que vraiment, c'est assez condensé, évidemment, mais chaque portrait raconte un peu la vie de la personne, des fois même depuis l'enfance, qui explique en fait son parcours et qui l'a amené à cette lutte sociale qui, parfois, est la première lutte en fait sociale. Justement, et en parlant de ça, on en parlait tout à l'heure aussi, l'autre jour, c'est malgré la diversité des profils des Gilets jaunes, est-ce qu'il y a des choses récurrentes dans leur profil? Par exemple, le fait que ce soit un premier mouvement, ou en tout cas que ce ne soit pas dans leurs habitudes d'aller militer ou d'aller manifester. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont ressorties? Disons qu'il y a plusieurs profils. Alors, j'ai pas fait de casting, hein. Ça s'est fait naturellement, en fait. La diversité était déjà sur le terrain, en fait. Il n'y a pas eu besoin de la chercher. C'est juste plus une question de feeling personnel, de se dire, bah voilà, cette personne-là, elle accepte de me faire confiance. Moi, je sens qu'elle a des choses à dire, donc on y va, quoi. Mais j'ai pas fait de casting en me disant, bah là, il me faut autant de femmes, autant d'hommes, il faut des personnes de tel âge. Ça s'est fait vraiment naturellement. Et du coup, en fait, effectivement, il y a des profils très différents. T'as aussi bien des gens, notamment Benjamin, qui était déjà investi, qui a milité à Attaque, etc. avant, qui était déjà investi politiquement, qui a fait des manifs étudiantes. Et des gens, par exemple, comme Dany, pour qui c'est leur première lutte sociale, en fait. Et il y a quand même beaucoup de primo-manifestants dans le mouvement. Je crois qu'il y a eu des études là-dessus. Je crois que ça a été étudié, voilà. Il y a quand même c'est un élément qui est ressorti. Ça a été documenté, et beaucoup de primo-manifestants. Et effectivement, donc moi j'ai essayé de comprendre en me disant, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans un mouvement comme ça pour la première fois? Et puis surtout, il y en a qui sont investis, mais corps et âme, quoi. Ça a été un investissement, notamment, je parle de Dany, donc, qui a été très investi dans les Côtes d'Armor et qui s'est investi dès le départ dans l'organisation des premiers rassemblements du 17 novembre et qui s'est été très investi par la suite. Et justement, c'était la première fois, elle, qu'elle s'investissait dans une lutte sociale, elle s'est donnée corps et âme. Et c'est peut-être la chose qui... donc j'ai essayé de comprendre dans sa vie, dans son passé, ce qui peut expliquer effectivement que ce mouvement-là, elle s'est autant investie. Et peut-être ce qui réunit la plupart de ces personnes, c'est vraiment, je pense, c'est des gens qui ont un profil vraiment un grand sens de la justice. C'est peut-être ça qui réunit toutes ces personnes. Ou de l'injustice peut-être. Voilà, un sentiment d'injustice et par contre un sens de la justice, un besoin de rétablir en fait une certaine forme de justice qu'elle décrit d'ailleurs elle dans son enfance, qu'elle a toujours eu cette sensation de défendre les plus faibles, etc. Et il y a quand même beaucoup ça qui ressort dans les témoignages, qui peut expliquer. Et surtout, et des gens qui ont été confrontés, toute leur vie au mépris social, ce sentiment d'être méprisés, de pas être reconnus à leur juste valeur, de faire des métiers en fait qui sont essentiels et qui finalement sont méprisés socialement, quoi. C'est un sentiment d'injustice en fait et ce besoin de justice, c'est ça qui regroupe. Ça marche. Il y a un autre élément aussi qu'on retrouve à plusieurs moments, c'est des fois le changement de position vis-à-vis du mouvement, et notamment par rapport à la violence, justement. Il y a un des éléments qui est évoqué aussi, c'est les violences à Paris le 1er décembre, qui ont choqué beaucoup de gens, y compris des Gilets jaunes. Du coup, quelles étaient un peu les réactions des Gilets jaunes rencontrés, des vôtres, vis-à-vis de la violence de part et d'autre, la violence de la police, la violence parfois contre la police aussi? C'est quelque chose qu'on vous a beaucoup évoqué? C'est quelque chose qui est forcément beaucoup revenu, parce qu'en plus, comme certains, c'était la première fois qu'ils étaient confrontés finalement à la manifestation et à la répression, etc. Qui est quand même. Oui, ça peut être une surprise aussi quand on n'a pas l'habitude. Ouais. Elle était particulièrement féroce en plus là dans ce mouvement. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué et forcément qui a beaucoup interpellé ce rapport à la violence. Les gens en parlent beaucoup en fait ils en parlent beaucoup en fait tous.
Certains me disent c'est ce qui les a le plus choqués en fait. Et puis effectivement, on se rend compte que dans toute l'histoire des luttes sociales, se pose toujours la question de la forme de lutte à utiliser et la question de la répression aussi des mouvements sociaux, c'est quelque chose qui est pas nouveau. Et c'est quelque chose que certains ont expérimenté pour la première fois dans ce mouvement en fait. Et ils se rendent compte maintenant effectivement que c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire des mouvements sociaux. D'un point de vue vraiment de dessinatrice, j'ai remarqué que vous aviez que tu avais représenté les manifestations, les violences aussi, les jets de pierre, les lacrymogènes, etc., mais que pas forcément les choses les plus extrêmes. Il y a eu des mains arrachées, il y a eu des gens éborgnés, etc. Est-ce que le fait de ne pas dessiner ça directement, c'était une forme peut-être de pudeur, ou c'était un blocage personnel de dessinatrice? En fait, quand je me suis documentée sur la BD, j'ai dû me repasser toutes les images assez atroces, en fait, des mutilations, etc. Et sur les manifestants, et j'ai fait le choix, en fait, parce que le but c'était que ça reste tout public, quand même, que ce soit une BD qui puisse être lue par tout le monde, donc j'ai fait le choix, effectivement, de pas forcément... Après, il y a des scènes où on voit... Mais j'ai fait le choix de ne pas représenter... Il y a une belle scène où je ne sais plus quel personnage perd un œil, justement, puis on voit qu'il s'est un peu coupé au-dessus du nez. On comprend bien la violence de la scène, mais c'est pas montré frontalement. J'ai essayé de représenter ça d'une manière pudique, parce que je me dis qu'il n'y a pas besoin de... On imagine bien, je veux dire, on n'a pas besoin de voir. On peut imaginer ce que c'est que de perdre un œil. Voilà, il n'y avait pas besoin de montrer les choses. Donc j'ai essayé de faire ça de manière pudique, parce qu'effectivement, moi j'ai deux personnes dans le livre qui ont assisté, justement... Gwendal Leroy en fait à Rennes qui a perdu un œil pendant une manifestation en janvier, donc ils étaient présents et ils le racontent. Et justement j'ai représenté la scène et j'ai essayé de la représenter d'une façon qui soit soutenable aussi, parce que c'est quand même assez insoutenable. C'était pas nécessaire, je pense, d'en faire trop, de montrer tout, quoi. Sinon, au niveau des choix graphiques, donc la bande dessinée en noir et blanc, une nuance de gris, mais il y a aussi évidemment le fluo du gilet jaune. Donc évidemment, on s'attendait à voir les gilets jaunes en fluo comme sur l'image là, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont en fluo, par exemple des cheveux, par exemple des cravates, des yeux. Comment tu as fonctionné sur cet aspect graphique? Où est-ce que tu plaçais les éléments de couleur et pour quelles raisons? Est-ce que c'était purement esthétique? Est-ce qu'il y avait une logique derrière? Non, il y avait comme une sorte de... symbolique en fait, c'est que parfois c'est esthétique, parce que je me dis, bon là, faut une touche de jaune, parce que sinon c'est pas équilibré dans l'image. C'était une question aussi de sens de lecture aussi parfois, mais j'ai essayé de mettre du jaune sur chaque personne en tout cas. D'ailleurs, je les représente pas avec leur gilet jaune quand je les mets en scène, sauf quand ils me racontent des récits de manifestations ou de rassemblements. En fait, j'ai fait le choix, c'était de remettre l'humain derrière le gilet jaune, en fait. Donc de les représenter dans des espaces naturels quand ils témoignent, donc sur la plage, dans une forêt, dans un parc, pour remettre l'humain, en fait, au cœur du récit. Et par contre, avec toujours une touche de jaune sur chaque personne, en fait, qui soit dans les cheveux, soit dans les vêtements, qui rappelle un petit peu, voilà. Ça marche. Peut-être une question un peu plus générale, plus personnelle, mais donc, du coup, tu as couvert un mouvement social sur la durée, de l'intérieur. Qu'est-ce que ça t'a appris sur les conflits sociaux et sur la manière de lutter, peut-être personnellement? Beaucoup de choses, parce que je me rends compte que je ne savais rien. J'étais très ignorante, moi. J'ai pas du tout grandi dans une famille politisée, ou du tout. Donc moi, j'ai vraiment tout découvert avec ce mouvement, très honnêtement. Je suis tombée de haut souvent. Ça a été un peu une claque pour moi, comme pour les gens d'ailleurs qui témoignent dans le livre. Donc j'ai appris beaucoup de choses, et depuis c'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus aux luttes sociales, aux mouvements sociaux, et ça m'a... et d'ailleurs comme beaucoup de gens dans le livre aussi qui maintenant eux s'intéressent aussi aux luttes sociales du passé, et il y a beaucoup de gens finalement qui ont découvert beaucoup de choses à travers ce mouvement pour la première fois en fait. Donc oui, sur le plan personnel, moi j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Merci. Je vais passer un petit peu à Chris pour partager un petit peu le temps, mais on reviendra évidemment à Sandrine. Donc on va passer à l'autre bande dessinée donc, de la soirée, Un homme est mort, donc qui est une bande dessinée plus ancienne, donc qui est sortie en 2006, c'est ça? Et je vais vous proposer de vous montrer la bande-annonce en fait, du film, parce que le film est adapté en 2018 en long métrage, et donc Chris a travaillé dessus aussi, sur le scénario, donc, et le graphisme est assez proche, comme ça va vous planter un peu l'ambiance. Et pour ceux qui n'auraient pas lu la bande dessinée. Donc oui, Chris, cette première question, donc c'est une œuvre qui a plus de 15 ans maintenant. Quelle place elle prend dans ta carrière encore aujourd'hui?
Toujours beaucoup de place. La preuve, c'est que je suis là aujourd'hui. Mais même au-delà de ça, hier après-midi, j'étais encore dans un collège à Cléder pour en parler. Ça reste une BD fondatrice pour moi, puisque c'était une sorte de déclaration d'intention, qui était l'idée que ce que j'écrivais pouvait avoir on va dire un impact, un rôle en tout cas dans les réflexions des gens, dans la militance des personnes, etc. sur tel ou tel événement. Or, c'est l'histoire quand même d'un film qui est prévu pour témoigner au départ d'un mouvement social et qui va en devenir acteur à part entière, qui va même permettre à ce mouvement social en partie de l'emporter, d'être popularisé, etc. et tout ça. Peut-être qu'on peut rappeler en quelques mots juste... l'histoire d'un homme est mort. Rapidement. Ce sont des grandes grèves ouvrières qui ont lieu à Brest en mars-avril 1950, principalement sur les chantiers de reconstruction de la ville, qui a donc été entièrement détruite en 1944. Et ces grèves durent depuis un mois et demi, et un jeune cinéaste qui s'appelle René Vauthier, qui a encore que 20 ans à l'époque, qui va devenir un des cinéastes militants les plus connus, mais qui à ce moment-là est encore en tout début de carrière, vient filmer à l'appel de la CGT ce mouvement social qui dure depuis un mois, et malheureusement ou heureusement pour lui, j'en sais rien, enfin bref, il débarque le jour même où les forces de l'ordre viennent de tirer sur une manifestation. Il y a un mort qui va donc donner son titre au film de René et par contre-coup à notre bande dessinée, et 20 blessés graves, donc 4 amputés quand même. Et au lieu de faire un film qui témoigne de ce mouvement social, il va faire un film sur cet homme qui vient de mourir, qui s'appelle Édouard Mazet, sur ses obsèques qui ont lieu 48 heures plus tard et qui réunissent 80 000 personnes dans une ville qui en compte à peu près 120 000 à l'époque. Alors il y a des gens qui viennent de toute la Bretagne, mais c'est une mobilisation comme il n'y en a jamais eu autrement dans l'histoire de Brest. Et donc il va être aidé par 2 ouvriers, Désiré et Petit Zef, pour réaliser ce film en 48 heures et commencer à le projeter sur tous les piquets de grève de la ville, pour redonner du courage finalement à un mouvement qui est en train de s'essouffler évidemment, et de façon dramatique. Et ensuite le film va être projeté un peu partout en dehors de Brest, et va donc populariser le mouvement, permettre au final au mouvement de l'emporter. Et malheureusement ce film est tombé en morceaux juste après. Et donc on n'en avait aucune trace, d'où l'idée d'en refaire l'histoire en bande dessinée. Voilà. Ça marche. Et sinon, je sais que pour toi, le film a une saveur assez personnelle, donc que l'origine même remonte, on va dire, peut-être aux années 80 chez tes grands-parents, si je dis pas de bêtises, c'est raconté un petit peu dans les postfaces et les préfaces. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu ce qui t'a emmené vers ce projet-là, qui est quand même un projet très particulier? Oui, en fait, donc mon grand-père avait participé à ces grèves-là, pas du tout en tant que leader, mais il faisait partie du service d'ordre de la CGT. Voilà, c'était un petit nerveux débrouillard qui faisait le coup de poing, pour le résumer. Il avait été résistant dès l'âge de 17 ans, et donc c'est vraiment le Brestois typique, ouvrier de l'Arsenal, un peu grande gueule, un peu bagarreur, prolo jusqu'au bout des ongles, et voilà, à ce moment-là, forcément, c'est le Parti communiste et la CGT. C'est pas le cas avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Les anarchistes à Brest étaient beaucoup plus forts que les communistes. D'ailleurs, le porte-parole de ces grèves en 1950 est encore un anarchiste. C'est un des derniers. Mais voilà, mon grand-père, lui, était plus un vrai stal. Donc, ce qui m'a valu beaucoup de discussions une fois devenu jeune adulte, et quand j'ai moi-même été amené à participer à certaines grèves. Et donc bref, il m'avait emmené voir une pièce de théâtre quand j'avais 10 ans qui évoquait justement la mort d'Édouard Mazet. Ça m'avait marqué, et il est décédé en 1995, et quand je me suis lancé dans la bande dessinée, c'est vrai que j'avais envie de faire la bande dessinée militante, même si ça s'appelait pas encore vraiment comme ça. En tout cas, plus que militante, j'avais envie de faire la bande dessinée sur la militance, puisqu'on parle toujours mieux évidemment des personnes qui nous sont proches, et voilà, j'avais envie de parler de ces gens-là, exactement comme Sandrine a eu envie de parler des Gilets jaunes. Là, la démarche elle est la même, si ce n'est que la mienne était historique. Et c'est le directeur de la Cinémathèque de Bretagne, Gilbert Le Traon, qui sauvegardait l'œuvre de René Vauthier, qui était venu me voir pour me parler de ce film que je connaissais pas, et me demander si on voulait pas le refaire en bande dessinée, puisqu'il avait disparu. Le refaire avait pas beaucoup d'intérêt, on avait en plus aucune image, donc je sais pas exactement comment on aurait pu le refaire, en tout cas certainement pas à l'identique. Par contre, quand j'ai découvert l'histoire du tournage et de ces 2 ouvriers, Désiré et Petit Zef, qui vont devenir finalement co-réalisateurs avec René de ce film Un homme est mort. Petit Zef, clairement, c'était mon grand-père. Il y a pas, voilà, c'était exactement le portrait craché de mon grand-père. Et Désiré, lui, c'était grand costaud. Voilà. Alors c'est toujours étonnant dans les bandes dessinées. Le grand costaud, c'est toujours celui qui a pas inventé le fil à couper le beurre. C'est Obélix. En vérité, apparemment, Désiré, c'était un peu ça.
pas, mais on l'a pas représenté comme ça. C'est plutôt le bon sens en action, quoi. Et donc, en fait, c'est à travers ces deux ouvriers dont on ne savait pas grand-chose d'autre à part qui s'appelait Désiré Ptizef et qu'ils avaient aidé René et tout ça, que j'ai pu mettre cette dose de fiction finalement à travers un fait réel pour m'en emparer, voilà, pour vraiment m'identifier à ces personnages, les faire vivre, essayer aussi de faire rire, de pas être que misérabiliste. Au contraire, je pense que c'est une bande dessinée qui est pas dramatique dans le sens j'avais plus envie qu'une fois qu'on ait lu cette bande dessinée, on ait envie de sortir dans la rue et de gueuler avec eux, plutôt que de dire oh là là, la vie c'est dur, quoi. Voilà, que ça donne en fait quelque chose comme une patate en fait, voilà, tout simplement. Donc je suis resté 5 ans sur cette bande dessinée. Il y a eu pas mal de vicissitudes et Étienne Davodo qui l'a dessinée n'était pas là au départ et elle a épuisé quelques éditeurs aussi. Enfin bon, et tout le monde me disait mais pourquoi tu fais ça, qui ça va intéresser? Je me souviens toujours, ça revenait tout le temps, ça, qui ça va intéresser? Et à ce moment-là, en bande dessinée, c'était encore quand on disait qu'on faisait un documentaire, tout le monde nous regardait en disant ah bon, mais je croyais que c'était une BD. Et on dit oui, enfin on peut faire du documentaire en bande dessinée. Voilà, un documentaire c'est pas une grammaire en soi. On peut l'adapter au cinéma, on peut l'adapter en radio. Voilà, mais à ce moment-là, c'était pas du tout courant. Et ce qui a permis exactement ce que dit Sandrine, d'être moins intrusif et finalement de pouvoir aller interroger plus facilement plein de gens, choper des documents, etc. Et tout ça. Toutes les archives concernant cette histoire étaient classées quand même comme non communicables pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc elles étaient frappées de ce sceau de non communication de 60 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2010, elles étaient non communicables. Alors justement, j'ai relu la postface qui évoque cette date de 2010, mais qui est aujourd'hui passée. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces archives? Est-ce qu'il y avait des choses confirmées, différentes? Une mine d'or. C'est-à-dire, en fait, notre chance, c'est que au bout de 2 ou 3 ans à travailler dessus, il y a un moment donné, on se heurtait à un mur quand même. Et on était sûr que dans ces archives, il y avait énormément de clés pour raconter ce mouvement et qui était entaché de tout. C'est incroyable parce que j'ai eu l'impression de faire un livre d'histoire et vraiment c'était pour moi un récit historique. Et quand le mouvement des Gilets jaunes a démarré, tout ce que raconte Sandrine dans son livre ou dans d'autres livres ou ce qu'on a vécu, j'avais l'impression de revivre un homme est mort. Mais les mêmes rumeurs, les mêmes saloperies, c'est toujours évidemment de la faute des manifestants, des trucs mais gros comme une maison. Et en fait, quand on a passé 5 ans à décortiquer tous les mensonges d'État, parce qu'il n'y a pas autre chose à dire, ce sont des mensonges d'État pour protéger tout simplement des erreurs, plus que ça, des fautes, de la violence injustifiable, etc. Je le voyais sous mes yeux. C'était incroyable. Et donc, quand on s'est dit, enfin, je me suis dit à ce moment-là, il faut absolument que j'ai ces archives. Ben c'est simple, vous faites un travail sur un mouvement social. Principalement, un syndicat avait été fort, pour le coup, la CGT. Ben vous vous dites, est-ce qu'aux archives, il n'y a pas des gens qui sont sympathisants CGT, par exemple? Voilà. Et petit à petit, par des choses, voilà, on a eu accès à ces archives. Voilà. Et même encore aujourd'hui, je peux pas trop le dire comment, puisque pas de façon légale. Sauf que dans ces archives, soi-disant, qui pourraient porter atteinte à la sûreté de l'État, il n'y avait évidemment aucune atteinte à la sûreté de l'État. Il y avait juste une mise à jour en détail de tout ce qui s'était passé et que racontaient les ouvriers, et même bien pire. C'est-à-dire qu'il y avait exactement, quand même, officiellement, il faut imaginer que jusqu'en 2010, les gendarmes ne sont pas les forces de l'ordre qui avaient tiré sur les manifestants. C'était un règlement de compte entre manifestants, entre clans communistes qui étaient des ennemis depuis la guerre, enfin des trucs, plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Mais officiellement, les victimes avaient porté plainte, exactement comme les Gilets jaunes, on attend encore. En 1951, il y a eu une ordonnance de non-lieu qui a été rendue, je connais le texte par cœur, car il n'existe à ce jour aucun élément permettant d'incriminer les forces de l'ordre dans la fusillade du 17 avril 1950. Aucun élément. Et dans ces archives, il y avait quoi? Il y avait les rapports des 8 commandants de gendarmerie sur place à l'époque, chacun commandant un peloton, pris quelques heures après les faits, le jour même et le lendemain, et tous témoignant en détail de comment ils avaient tiré, pourquoi ils avaient tiré, comment ils avaient tiré, enfin, tout était là. Et un an après, on osait dire quand même dans une cour de justice que il n'y a aucun élément, c'est quand même ballot, quoi. Et dedans, il y avait les responsables, il y avait qui a donné l'ordre de tirer, que personne n'avait dans le radar, par exemple. C'est un commissaire de police, le commissaire Le Gohan,
Tout le monde incriminait les gendarmes, et non, c'est un commissaire de police qui a donné l'ordre de tirer. Et les gendarmes eux-mêmes le désignent. Le capitaine Kerouas, qui est celui qui a commandé le peloton de gendarmerie qui a tiré, dans son témoignage, recueilli quelques heures après les faits par ses collègues, il le dit, à ce moment-là, le commissaire Le Gohan a donné l'ordre de tirer, mais de tirer en l'air. Bon, c'est du pipeau, hein. Puis ils sont tous blessés aux jambes. Soit il tire très mal en l'air, soit il n'a jamais dit de tirer en l'air. Mais bon, il dit de tirer en l'air, ok. Et la conclusion de son témoignage, c'est « Sans vouloir m'étendre sur la conduite du commissaire Le Gohan, qui a effectivement ordonné la réquisition verbale d'ouvrir le feu, j'affirme qu'on a tiré en état légitime défense. » Mais quand le commissaire Le Gohan a donné l'ordre, il a vu le résultat, il a dit « Moi, il faut que je me tire, hein, je suis connu. » C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le témoignage du capitaine Kerouas, le gendarme qui dit, le commissaire Le Gohan a dit ça. Donc il y a plein de choses dedans assez incroyables, et on se dit pourquoi on n'a pas eu accès à ça plus tôt. Ça permet juste de dire, et c'est une faute, et ça arrive. Enfin, je veux dire, ça arrive. L'importance, voilà, il y a la panique, ça se bagarre. Il y a 41 gendarmes qui sont blessés. On a la liste. Hein. Nom par nom, exactement, avec un jargon médical pour chacun d'entre eux qui décrit en détail la moindre échymose qu'ils peuvent avoir. Par des jets de pierre principalement, j'imagine. Évidemment, des pavés, etc. Mais j'ai fait lire à un médecin pour me dire, voilà, concrètement, alors ils ont quoi? Bon, le plus gravement blessé a une fracture du bras. Alors, ils ont peut-être eu beaucoup de chance, sans doute d'ailleurs, mais dans les faits, le plus gravement blessé a une fracture du bras. En face, il y a une autre colonne, hein, il y a cette colonne avec les 41 noms blessés, etc. En face, il y a une autre colonne qui concerne les blessés manifestants. Et là, c'est simple, hein, ça fait 2 lignes. Un mort, 20 blessés graves. Il n'y a pas un nom, il n'y a rien du tout. Un des blessés graves, Pierre Cosien, qui nous a beaucoup aidé, a été amputé d'une jambe. Il n'a jamais pu se faire reconnaître comme handicapé à l'Arsenal, sinon il perdait son travail. On l'appelait l'handicapé clandestin. Officiellement, quand même, il n'avait pas une jambe en moins. Il allait travailler tous les jours, quand même, avec sa jambe en moins. Il a eu sa carte d'handicapé en retraite. Donc c'est quand même, quand vous travaillez sur un document comme ça, vous vous dites qu'effectivement, on a raconté, en fait, c'est un mensonge d'État, tout du long. Et tout le mouvement des Gilets jaunes, ça n'a été que du mensonge d'État sur mensonge d'État sur mensonge d'État. Et au départ, moi je peux en parler, hein, j'étais absolument pas sympathisant des Gilets jaunes. Je suis complètement passé à côté au tout départ. Revendication sur l'essence au départ, moi je suis plutôt écolo comme tout bobo devenu que je suis, et j'ai vu que ce qu'ils viennent nous emmerder avec l'essence, ils veulent rouler plus, bon voilà. Derrière, il y avait quand même quelques leaders où je regardais, je me dis qu'est-ce que c'est que ces personnages-là, d'où ils sortent. Le jaune, c'est pas super ma couleur quand même, hein, voilà. Derrière, c'était un mouvement qui était très anti-syndical au départ. Alors quand vous êtes fadé 20 ans de lutte, et des fois des trucs où vraiment vous avez dû vous mettre en danger plein de niveaux, et qu'il y a des types que vous n'avez jamais vus dans une moindre manif qui viennent vous dire toi ta gueule, voilà, je l'ai eu, hein, à un rond-point, voilà. Pourquoi tu klaxonnes pas, toi? Putain, mais connard, pourquoi je klaxonne pas? T'étais où, toi, pendant que j'étais dans la rue depuis 20 ans? Tu vois, t'avais un peu envie de dire ça quand même. Et donc au début, je suis quand même passé à côté. Et au bout d'1 ou 2 semaines, c'est mon père à table, il revenait d'un rond-point. Et je lui dis, toi, t'étais sur un rond-point de gilet jaune, toi, quoi. Et elle me dit, ouais, Chris, merde, tu sais qui est sur le rond-point, mais c'est des gens comme moi, comme nous, comme machin et tout ça. Et vraiment, ça a commencé à m'interpeller quand même, mais au début, j'étais même en colère contre lui, quoi. Et puis, petit à petit, c'est par les violences policières. Quand elles sont arrivées, ou tout d'un coup, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je suis en train de revivre, en fait, les mêmes choses, et on me raconte les mêmes conneries qu'on a racontées publiquement il y a 60 ans et tout ça. Et puis, petit à petit, évidemment, ce mouvement, il s'est élargi aussi. Et petit à petit, je me suis dit, mais en fait, c'est les miens qui sont là. Voilà. Assez rapidement, je me suis rendu compte de ça. Mais les miens que j'avais un peu oubliés, parce qu'au bout d'un moment, votre vie, elle change. Hein. Moi, j'ai eu une vie en HLM pendant des années, etc. Finalement, mes parents se sont un peu hissés. Moi, la bande dessinée a marché. Aujourd'hui, je vis pas en HLM, je vis pas en quartier. J'ai plus la même vie que mes copains d'époque, en fait. Sauf que mes copains d'époque, c'était sur les ronds-points. Et donc petit à petit, j'ai regardé le mouvement autrement, tout en restant quand même assez extérieur malgré tout, parce que je me sentais pas légitime. Mais par contre, je m'y suis intéressé, et en tant qu'auteur, j'ai vraiment revu énormément de choses que j'ai traitées dans Un homme est mort. Mais d'autres auteurs s'en étaient emparés. Je suis pas allé, Sandrine par exemple.
parmi des auteurs dont j'étais proche, qui sont des fondateurs du syndicat des auteurs de bande dessinée avec moi. Il y avait Cyril Pedrosa, par exemple, à Nantes, Loïc Sécheresse aussi, qui allait dans les manifs, dès qu'il y en avait, et qui même les dessinait en direct, pour les mettre sur leur blog ou sur Instagram, etc. et tout ça. Donc voilà, il y a pas mal d'auteurs. Je crois. Ça a été publié, carnet de manif, non? Ouais. Oui, il y a eu presque dans chaque ville, un peu à l'instar de ce qu'a fait Sandrine, il y a eu des auteurs et des autrices pour aller sur le terrain en tant que militant ou qu'observateur et de le traduire en bande dessinée. Donc ça a montré une certaine efficacité de la bande dessinée quand même pour réussir à retranscrire en direct avec ce côté, non intrusif. C'est toujours pareil, mettez une caméra sous le nez de quelqu'un, il va quand même vous regarder un peu, d'abord pour vous dire d'abord tu me demandes, enfin voilà, il y a un côté, il y a une méfiance en tout cas. Un appareil photo aussi. Quelqu'un qui dessine, vous allez aller voir ce qu'il dessine. C'est l'immense différence. Vous pouvez, n'importe où dans le monde, vous mettez quelque part une place, un mouvement, vous commencez à dessiner, les gens viennent voir ce que vous faites. Et si en plus ils commencent à reconnaître les lieux ou les personnes, ils trouvent ça extraordinaire. On fait leur portrait, on se met dans la poche. Ah oui, c'est le moyen de communication le plus universel qui soit, c'est vraiment le dessin. Ce qui n'est pas le cas. Ici, on a des cinéastes, vous le savez, il y a des hommes. La preuve, vous avez demandé avant, est-ce qu'on peut sortir la caméra? Je pense que si quelqu'un s'était mis là et commençait à vous dessiner, personne ne se serait plus offusqué de ça. Mais c'est vrai que ça crée une distance, ça permet de mettre un filtre quand même entre le réel et la bande dessinée ou le dessin. Quelqu'un peut toujours dire ok, c'est pas tout à fait moi en fait, ou j'ai pas tout à fait dit ça, j'ai un peu dit ça, ou j'ai en partie dit ça, mais pas. Enfin voilà, ça crée une distance où on a moins le sentiment d'avoir été manipulé. Et les gens deviennent des personnages en fait. Oui, et puis c'est une subjectivité de l'auteur. Tu as posé la question tout à l'heure, pourquoi finalement Sandrine de temps en temps se représentait? Parce que c'est une façon d'assumer aussi que c'est pas le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mouvement des Gilets jaunes raconté par. Et le dessin ne ment pas. Vous pouvez faire ce qu'on veut, le dessin, et c'est un style, vous allez reconnaître la patte de Sandrine, d'Étienne Davodo ou autre, donc le dessin dit je de toute façon. Qu'il se représente ou pas à l'image, le dessin est éminemment subjectif, alors que des images prises, même si elles ont été montées après coup, on a toujours l'impression, c'est le réel, ça existait, puisque les images, on les a pas inventées, on les a prises, en oubliant effectivement tout le travail de montage qu'il y a derrière. La bande dessinée, elle, obligatoirement dit je. Donc, vous verrez dans beaucoup de bandes dessinées documentaires, les auteurs et les autrices se représentent à l'image, souvent dans le rôle un peu du naïf. Ça, c'est la méthode Davodo. Voilà, je viens interroger, comprendre comment ça se passe dans une ferme, auprès de mes parents, auprès d'un vigneron. Voilà, ça, c'est la méthode Davodo. D'autres, de façon plus militante, à la Josako, par exemple. D'autres, donc Sandrine. D'autres, de façon beaucoup plus irréaliste à la Spiegelman, par exemple, pour Maus, qui va raconter la Shoah à travers des personnages de souris, de chats, voilà. Donc c'est là où la bande dessinée est fascinante dans sa richesse de retravailler le réel, de le retranscrire en tout cas. Je reviens un petit peu à Un homme est mort, donc il y a quand même un élément particulier, c'est évidemment que c'est des faits qui se sont déroulés il y a très très longtemps, et il y a la question, comment représenter le passé, quoi. Et justement, ça c'est un élément qui a fait que la gestation de la BD était compliquée, c'est qu'il y avait un blocage, une paralysie, je crois, du premier dessinateur qui n'arrivait pas, en gros, peut-être qu'il était trop pointilleux, qui voulait faire le... Exactement. Et du coup, comment Davodo s'en est sorti avec ça, quoi. Comment il a réussi à se dire, ok, c'est une BD historique, mais je n'ai pas tous les éléments, je vais devoir feinter, je vais devoir être un peu malin et me débrouiller. Ça a été une vraie école en fait de ce bouquin, parce que justement, comment on devait représenter une ville qui non seulement n'existait plus, mais même n'avait existé que quelques semaines, quelques mois, puisque c'est une ville en pleine reconstruction. Donc ce qui était vrai en mars 1950 l'était déjà plus en mai 1950. Donc si on voulait être exact, c'était impossible. Impossible de trouver des photos précisément du 17 avril. Le 17 avril, il y a une photo. Une seule photo de ces manifestations, c'est un camion de gendarmes qui brûle. Et en plus, je l'ai trouvé dans un magazine, j'ai un trou, comment il s'appelle, une sorte de Paris Match de l'époque, et il y a la photo, et la légende, elle est quand même assez extraordinaire, bagarre à Brest, un mort. C'est beau, il manque plus qu'alcoolique. Et voilà, vraiment le choc, le poids des mots, le choc des photos, bagarre à Brest, un mort. Ça, je m'en souviendrai toujours. C'est la seule photo qui existe. Donc, cette impossibilité nous empêchait d'être exact. Ça, c'était sûr. Et le premier dessinateur, qui était brestois lui-même, avait quand même envie de dessiner la ville telle qu'elle était. Et donc, il a passé un temps fou à retrouver à la limite la moindre touffe d'herbe qui pouvait rester sur un bout de chantier et tout ça. Et évidemment, c'était une impasse. En 2 ans, il a fait 2 pages.
Donc au bout d'un moment, on s'est un peu engueulé. Enfin, je lui ai un peu dit, Bruno, merde, quoi. Voilà, là, faut qu'on avance. Notre éditeur, il nous attend, on va passer à côté et tout ça. Il me dit, mais t'attends quoi de moi? J'ai dit, putain, que tu fasses de la bande dessinée. J'ai un dessinateur de bande dessinée, il dessine des pages. Enfin, j'ai pas d'autre définition. Et il a fini ces 2 pages que j'attendais depuis 2 ans pour me dire après qu'il abandonnait parce que il trouvait pas le truc. Et Davodo, quand Étienne est arrivé sur le projet, lui n'était pas brestois, il était plus extérieur, tout ça par rapport à cette histoire. Donc il avait une position beaucoup plus surplombante finalement, y compris avec la mienne. Et donc il m'a demandé, abreuve-moi de photos. Pour qu'il ait, donc tous les photos que j'ai trouvées, je l'ai abreuvé de photos, de centaines de photos, des baraques, des chantiers, de Brest à ce moment-là, mais sur une période qui va de 45 à 55 à peu près. Et ensuite, il a retranscrit une ville qui avait l'air d'eux. Et mis à part quelques lieux très précis qui ont l'église Saint-Martin, ou bon, le pont de recouvrance, il n'est pas construit à l'époque, donc on n'avait pas le dessiné, par exemple, des éléments comme ça très précis, mais autrement, c'est une ville en chantier qui a l'air d'eux. Et le nombre de fois où, quand la BD est sortie il y a 15 ans, il y avait encore pas mal d'anciens Brestois qui avaient connu cette ville-là, et qui venaient nous voir en nous dire « Oh, là, c'était exactement ça ». Oui. Et non, c'est du pipeau. J'ai vu que tu disais ça dans un podcast là sur France Culture, et les gens, elles sont persuadés qu'en fait la ville est exactement comme ça, c'est fou. En fait, c'est du pipeau absolu. Ce qui montre bien que la mémoire, en réalité, est une traîtresse de première bourre. En fait, vous avez des images, tout le monde finalement avait des images de Brest de cette époque-là. Le dessin, il va pas trop loin. À quoi il sert? Il sert juste à ouvrir le petit tiroir que vous avez dans le cerveau, qui vous voilà, ah oui, Brest en 50, tac, tac, voilà, et après il y a vos propres souvenirs qui viennent se mélanger à ça, ou votre propre construction, si vous avez vu des photos, ou ce qu'on vous en a raconté, voilà, et du coup vous en avez une image très personnelle, et pour moi c'est, en fait, l'essence de la bande dessinée, elle est là. Une bande dessinée, c'est 400 images à peu près, hein, donc c'est que dalle par rapport à un film, et pourtant on en raconte autant que dans un film d'1 heure, 1 heure et demie. Une bande dessinée en permanence, c'est, je vous montre une image, vous faites la suite, une autre image, vous faites la suite. Dans ce petit espace blanc entre 2 bandes dessinées, là, il se passe plein de choses dans votre cerveau, en réalité. Et ce qui fait que c'est un art qui est le plus immersif ou le plus interactif qui soit. 90% de l'histoire, elle se passe dans le cerveau du lecteur et de la lectrice. Donc en fait, il faut juste donner ce qu'il faut et pour que le reste du cerveau fasse le travail. Et c'était assez fascinant de voir comment finalement cette bande dessinée-là, elle a pris dans toutes les villes qui avaient une tradition militante, ouvrière, qui avaient connu un mouvement social ou autre. Je pense justement parce qu'on n'a pas été si précis que ça, on a été précis dans les faits, mais dans la retranscription graphique, c'est une ville d'après-guerre qui a un mouvement social. Autant dire que c'est les 3/4 des villes de France à l'époque, enfin notamment tout le nord-ouest, à Calais, en Normandie, etc. Il y a eu des choses similaires. Et c'était fascinant. En fait, ça a été un travail vraiment chouette. C'est pas là, j'en parle évidemment, ça fait 15 ans que j'en parle, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir, d'entendre les réactions, voilà. À l'époque, on l'a fait vachement au feeling, en fait. Faut pas croire qu'on avait pensé à tout ça en disant tiens, on va pas trop dessiner. Pas du tout, en fait. On l'a fait un peu comme on le sentait. Et après, c'est un peu le coup de bol. Il y a des fois, vous êtes un peu touché par, voilà, ça fonctionne, en fait, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'était, finalement, la bonne pioche, c'était d'avoir un dessinateur qui n'était pas breton. Même si de fait il est devenu maintenant d'adoption, tout le monde lui dit. Au début, j'étais son frère, parce que comme c'est signé Chris et Étienne Davodo, il y avait plein qui disaient ah ben c'est votre frère. Si vous voyez physiquement, vous diriez pas ça quand même. Hein. Lui c'est un bûcheron et voilà. Moi je suis petit Zef quoi. Voilà. Et aujourd'hui c'est l'inverse en fait. Tout le monde est persuadé qu'il est brestois. Ce qui me fait vraiment très très sourire à chaque fois. Un autre élément qui est remarquable dans la BD, c'est qu'en fait la personne qui est morte, l'ouvrier, donc Edouard Mazet, apparaît très peu en fait. On en parle très peu. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des éléments en fait historiques sur lui? Il y a très peu de choses finalement dans la bande dessinée. On se demande un peu son parcours. On sait qu'il a fait la guerre. Oui. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on sait? Oui, parce que c'est terrible à dire. Ça s'appelle un homme est mort, mais en fait c'est pas l'histoire d'Edouard Mazet. C'est vrai que c'est l'histoire d'un film. Étienne, il a une belle phrase pour le décrire. Il dit c'est l'histoire d'une histoire qui ne veut pas mourir. Et parce que c'est quand même à la base un poème d'ailleurs de Paul Éluard. Cette phrase un homme est mort est tirée d'un poème de Paul Éluard qui devient un film, enfin qui devient le commentaire d'un film, qui disparaît, qui devient une bande dessinée, qui elle-même est redevenue un film en anime, mais bon, qui est aussi devenu un BD concert. Enfin voilà. Donc il y a eu cette espèce de voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Et finalement c'est plus un récit qui est là-dessus. Comment l'art sert la mémoire, comment elle l'ingurgite et la régurgite des années plus tard, comment on adapte une histoire à, comment on va dire, à des
des obsessions plus actuelles. Au moment où on a fait cette bande dessinée, c'est quand même le moment où on va aller vers l'ère Sarkozy quand même. Et cette fameuse phrase qu'il avait eue quand on lui avait demandé est-ce que vous allez vous présenter à être président de la République, la présidente de la République, il avait répondu j'y pense pas qu'en me rasant le matin, voilà, hein, ou j'y pense en rasant le matin, je sais plus un truc comme ça. Bon bah moi quand je me rase le matin, je pensais à des grands hommes de l'histoire en fait qui m'avaient forgé, justement mon grand-père m'en avait parlé, tout ça. Je n'étais pas en train de penser à devenir président de la République, quoi. Voilà, de faire une bande dessinée à ce moment-là. En fait, on voulait remettre de la mythologie chez les gens de gauche. On était tellement revenus de tout, l'impression que on était revenus des grandes illusions collectives des années, même de tout le XXe siècle. Finalement, le mur était tombé. On avait vu toutes les saloperies qu'avaient fait les partis communistes de l'autre côté du mur, etc. et tout ça. Donc, ça allait être quoi la gauche en fait ? Et on était tellement en manque de mythologie que donc la droite allait passer. Sans aucun problème. Et on a refait un Homme est mort pour remettre de la mythologie dans tout ça, de l'envie, du rêve, voilà. Et donc c'est pas sur Édouard Mazet. Si ça avait été sur Édouard Mazet, ça aurait été un récit triste. Et ça, on est très fort à gauche pour être triste, quoi. Voilà, on a une espèce de mythologie des vaincus, c'est vachement bien la mythologie des vaincus, mais au bout d'un moment, c'est bien de temps en temps quand on gagne aussi quand même. Et le pire, c'est quand vous êtes Irlandais de gauche. Hein. Là, c'est la double casquette. Les Irlandais, c'est pareil. Hein. C'est les vaincus magnifiques en permanence. Alors, il y a magnifique, mais il y a aussi vaincus quand même. Et de temps en temps, c'est quand même bien d'être surtout magnifique. Et là, ce qui avait été magnifique dans cette histoire, c'est Désiré Ptizef. Et c'est René, voilà. C'était pas Édouard Mazet. Alors justement, donc René Vauthier, donc il est le héros de l'histoire, donc il réalise le film qui a 20 ans à l'époque. Donc c'est son histoire. Et du coup, je voulais savoir comment vous l'aviez construit, parce que en fait, tu l'as rencontré. Alors, en fait, il était en 2005, il était toujours là. Et du coup, est-ce que vraiment ce sont ses souvenirs ? Est-ce que c'est une reconstruction ? Est-ce qu'il a participé au processus ? Est-ce que c'était plus saisir son tempérament ? Est-ce qu'il avait toujours le même à 70 et quelques ? Oui, ça oui, jusqu'au bout, oui. Parce qu'il a continué à faire des films très longtemps. Ah oui, jusqu'au bout. Mais en fait, non, René a participé assez peu au processus, il a participé beaucoup à l'accompagnement. Mais il a su faire ce qui était le plus important finalement, c'est de nous dire oui, allez-y. Voilà. Après, lui, il racontait cette histoire-là d'une certaine façon, et toujours la même. Il avait quand même figé un peu la légende, et je le sais parce que j'ai retrouvé une interview de lui dans les années 60, qui disait presque mot pour mot ce qu'il y avait dans ses mémoires éditées en 78 et ce qu'il nous a dit quand on l'a rencontré plusieurs fois au début des années 2000. Donc je sentais quand même qu'il y avait un côté, ça s'est passé comme ça, et voilà. Après, il n'était pas contre, si tu penses que ça s'est passé un peu autrement, tu fais des recherches, machin, mais bon, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est comme ça, voilà. Et on l'a rencontré 3-4 fois, on le tenait au courant en lui envoyant les pages, mais finalement, il nous a laissé écrire le livre en toute liberté. Et ça, c'est quand même le meilleur service que peut rendre une personne sur qui on travaille, c'est à un moment donné de faire confiance aux auteurs ou à l'auteur, à l'autrice, et de lui dire, bon, ça sera pas tout à fait moi, des fois, ce sera pas vraiment moi, mais bon, ça sera ta vision. Voilà, moi, comment je l'ai vécu. Après, t'en fais ce que tu veux. Et c'est pas toujours facile. Si j'ai abandonné Politique Qualité, c'est que j'ai pas réussi à obtenir la même confiance de la part de certaines des personnes. En l'occurrence, même pas en plus les femmes dont je parlais, mais l'entourage. Et à un moment donné, j'ai quand même dû jeter 90 pages. Voilà. Et voilà, ça m'a servi un peu de leçon. Avec René, ça n'a pas du tout été le cas. Il nous a laissé vraiment très, très libre. Et par contre, quand la bande dessinée est sortie, là, ça a été génial. Parce que quand les gens se sont rendus compte qu'en fait, non seulement ils pouvaient avoir les auteurs de la bande dessinée, mais surtout le sujet, puisqu'il était toujours en vie, René. Et pendant un bon moment, en fait, on a fait toutes les rencontres quasiment avec lui. La première année, on avait fait le calcul, on avait dû faire 80 rencontres en un an avec Étienne. Et René nous accompagnait un peu partout. Donc, du coup, c'était... ouais, ça a été enthousiasmant à vivre pour tout le monde, aussi pour les lecteurs, pour les spectateurs et tout ça. Il devait réaliser que c'était un peu, cette BD, c'était le moyen vraiment de toucher le très grand public en fait. Ouais. Oui, même si l'histoire était connue, il avait raconté dans ses mémoires et autres, là maintenant tout le monde pouvait vraiment la lire, la voir. Oui, il avait un côté, mais je vais faire la bande dessinée maintenant, c'est mieux que le cinéma, c'est plus facile, ça touche plus de monde et tout ça. Alors après, non, son langage naturel, ça restait le cinéma, mais c'était complémentaire et ce qui était bien. Mais c'est pareil, au-delà d'un film sur René, finalement c'était un film pas comme lui, enfin un film, une bande dessinée en fait sur les personnes qui avaient vécu ces événements-là. C'était pas dans la bande dessinée, René c'est un chevalier blanc, je dis toujours c'est un peu Luke Skywalker quoi, c'est le chevalier de Jedi, il a aucun défaut, il est chouette, il est jeune, il vient faire le truc. Et en fait il a assez peu d'aspérité parce que aussi René nous en a pas donné tant que ça. Voilà. Et
moi, ça m'intéresse toujours d'aller voir l'homme derrière, en fait. Les héros m'intéressent pas, en fait. Et René, il a toutes les qualités du monde, et Dieu sait si je l'aimais, mais je sais pas exactement quel homme il était derrière. J'ai pas les clés. Alors que pour Désiré Ptizef, je pouvais avoir les clés, puisque c'était moi qui décidais pour eux, et pour d'autres personnes. Et encore, même dans la bande dessinée, on l'a pas poussé à bout, c'est plus dans le film où on va plus loin là-dedans. Ça fait quoi finalement d'être en grève quand même à un moment donné comme ça pendant un mois et demi? Ça fait quoi d'avoir peur? Ça fait quoi la colère, etc. Ça fait quoi à leur compagne, donc qui n'était pas dans la bande dessinée parce que René finalement n'en parlait pas. Les grévistes de l'époque n'en parlaient pas, et on est passé à côté. Alors que ça démarre par une manif de femmes qui tourne mal. Parmi les 3 leaders arrêtés qui vont déclencher la fameuse manif du 17 avril, la plus importante, la plus connue, c'est une femme, Marie Lambert, députée communiste de Landerneau, qui est en plus un personnage extraordinaire. Donc, on estime qu'il y a à peu près 20% de grévistes femmes, et tout ça, on l'a pas montré. Donc, on a dû l'imaginer dans le film. On a rajouté un personnage totalement imaginaire, qui est une jeune militante. Et en fait, ce film, beaucoup plus fictif qu'un homme est mort, est sans doute plus juste par rapport au réel. Et ça pose la vraie question de, finalement, pour raconter le réel, est-ce que passer par la fiction est pas souvent le moyen d'être plus juste en réalité que de garder un truc très réaliste, très exact, mais finalement qui est qu'un petit bout de la lorgnette. Mais ça, pour ça, il faut aussi il faut en fait que les gens sur qui vous travaillez l'acceptent. Bien sûr. En parlant justement de l'équilibre entre un peu où finit l'histoire, où commence la fiction, c'est vrai qu'on se pose la question en lisant la BD. Est-ce que tout ce qui s'y passe s'est vraiment déroulé? Par exemple, je pense il y a un moment qui est un peu amusant, c'est quand justement il y a René qui lit le poème à Paul Éluard à une soirée, et puis avec le magnétophone, et puis qui part avec le câble, et est-ce que c'est un élément vraiment qu'on t'a raconté ça? C'est la version de René, effectivement. C'est ce que René raconte. Et là, clairement, je vais reprendre le mot célèbre, si la légende elle est plus chouette que la réelle, imprimer la légende. Là, c'était tellement beau, cette scène. Il n'y a que René qui peut savoir si elle s'est déroulée finalement, mais elle est symbolique, elle est belle, et là c'est la version de René. Je veux bien y rester. Alors ceci dit, c'est à cause de cette scène-là qu'un homme est mort a failli ne pas paraître. Parce que les ayants droit de Paul Éluard. Ouais, parce que en fait, pour que ça s'appelle Un homme est mort, il fallait l'autorisation des ayants droit de Paul Éluard. Et donc la personne qui a les droits, alors est-ce que c'est sa fille? C'est un doute sa fille ou sa petite fille. Maintenant, ça date de 15 ans, mais bon. Et elle nous les avait donnés. Sauf que quand on a envoyé les pages où Paul Éluard apparaît, elle a dit non, mais là il est grabataire, tout vieux, etc. et tout ça, il est hors de question. En gros, il était en pleine forme à l'époque. Alors, il est mort quelques mois plus tard quand même, avec un âge assez avancé, donc bon, hors de question. Et c'était 2 semaines avant que ça parte à l'impression, et il fallait refaire les pages. Et on a bien senti que si on les refaisait pas, c'était Tintin, voilà. Et donc Étienne les a refaites. Franchement, il a bougé 3 bouts de ride. De toute façon, rajeunir un peu quelqu'un, mais pas trop en bande dessinée, c'est quand même pas facile, quoi. Ça se joue à pas grand chose. On a renvoyé les pages en serrant les fesses, et en fait c'est passé comme une lettre à la poste. Ok, super. Et en fait tu sentais qu'il y avait un côté, il fallait quand même à un moment donné que la personne puisse un peu dire il mette un petit peu son grain de sel, voilà. Et on sait très bien que les soucis principaux qu'on a, c'est jamais sur les personnes concernées, la plupart du temps, c'est sur les ayants droit. Et là, aujourd'hui, la bande dessinée documentaire, elle s'est beaucoup développée, et son principal problème ces dernières années, c'est les problèmes avec des ayants droit. Et c'est-à-dire que là, les gens depuis se sont rendus compte que finalement, ça marchait bien la bande dessinée, que ça intéressait plein de gens, etc. Et il y a des albums, alors sur des personnes célèbres. Moi, je vais pas en dire trop de détails là-dessus, mais sur Joséphine Baker, par exemple, c'est pareil. Il y a eu des soucis. Sur la BD de Catel Bocquet. De Catel et Bocquet, ils ont eu aussi des gros soucis. Moi, sur un autre livre, c'est simple, j'ai pris une menace de procès. C'est une honte absolue, mais mon éditeur a dû transiger, payer 12 000 €, le double de ce que j'avais pour écrire entièrement la bande dessinée, parce que on allait gagner au procès, c'est sûr, mais ça allait nous coûter plus cher. Et aujourd'hui, on a un vrai souci, quand on fait du réel en bande dessinée, on est obligé de border à fond, d'obtenir les autorisations de partout, ce qui crée un peu une méfiance, du coup là où avant on était beaucoup plus libre. On est un peu victime de notre succès là-dessus, et d'où l'importance, ce que je disais, de
faire accepter dès le départ qu'il y aura une part de fiction, mais c'est jamais, enfin c'est difficile. Et puis au début d'un ouvrage, tout le monde est toujours d'accord. Mais ouais, ça va être super, c'est trop génial. Et puis au fur et à mesure où on avance, tout d'un coup, ça peut ne pas convenir à telle ou telle personne. La liberté de l'auteur là-dessus, elle est compliquée à garder en permanence, quoi. Je reviens sur un peu la répartition des rôles. Si j'ai bien compris, Étienne Davodo s'occupait plutôt du découpage et toi c'était plutôt l'écriture du texte et des dialogues. Et c'est vrai que les dialogues, je trouve, sont particulièrement réussis dans Mémoire, très vivants, avec aussi un phrasé un peu de l'époque. Je voulais savoir comment tu travaillais là-dessus pour trouver un peu le bon ton, qui est déjà de personnages anciens et puis d'une époque révolue en fait. Comment on fait pour sonner juste sur un récit historique qui se passe en 1950 ? Là franchement je vais pas mentir, hein. J'ai tellement été biberonné à ça que c'était naturel en fait. Voilà, il y avait vraiment autant quand je travaillais sur Notre-Mère-la-Guerre où j'ai pu passer des jours, des fois des semaines complètes pour le texte d'une planche, trouver la musique, la façon de parler de chaque personnage et tout ça. À Nos Mémoires il y avait ça. Faut comprendre qu'en bande dessinée, comme on n'a pas le jeu d'acteur, même s'il y a le dessin, c'est quand même pas la même émotion potentielle que justement de la chair vivante qui joue ou qui témoigne devant une caméra. Donc il y a énormément de choses qui passent par la bande dessinée, l'émotion, la façon de parler. On doit en fait le pire en bande dessinée, c'est de vouloir encore une fois singer le réel là-dessus. Si au départ on avait fait des dialogues où vous l'entendez, un Brestois parle vite. Donc il mange les mots. Donc la plupart des dialogues, c'était pas je te dis que, c'était je te dis que, voilà. Ou c'était pas quoi, c'était co, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, ça c'est un Brestois, il dit pas qu'est-ce qu'il y a, il dit qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Et au début on écrivait comme ça, avec un A, accent circonflexe ou un O et tout ça. Et en fait, ça va à 2 bulles, ça va à 2 pages. Mais sur 60 pages, c'est insupportable à lire. Et ça marche pas du tout, ça marche absolument pas. Par contre, si vous dessinez un ouvrier brestois, du bâtiment, en fait le lecteur pareil, dans sa tête il n'entend pas parler comme un type qui sort de l'Académie française, il entend parler comme un ouvrier brestois de 1950. Donc en fait on n'a pas besoin, même les négations par exemple, il faut les mettre. Je ne te dis pas que, c'est pas je te dis pas que, alors qu'on le dirait comme ça en vrai, mais on dit non, je ne te dis pas que. Par contre, par le dessin, la façon dont Étienne dessine le personnage, l'action qui se déroule, et certains mots qu'il emploie, etc. et tout ça, en fait, on va l'entendre. Et c'est ce travail-là sur la musicalité du texte et son accord avec le dessin qui est important en bande dessinée pour faire retentir les paroles, les façons de parler dans la tête du lecteur. On a tous eu ça, la première fois on a vu un Astérix ou un Lucky Luke, on s'est tous dit, mais il parle pas du tout comme ça. Il n'a pas du tout cette voix-là. Parce qu'on s'était tous fabriqué la voix d'Astérix en tête, ou de Lucky Luke, et tout ça. Et donc en bande dessinée, on se rend pas compte, mais on travaille sur cette musicalité-là, et ça passe par les dialogues absolument. C'est une des choses où je suis content dans le film, c'est que là, pour le coup, ils ont trouvé des voix, et notamment Petit Zef. Hein. Alors Petit Zef, c'est simple, l'ouvrier, quand il a su qu'il y avait un projet de bande dessinée, donc c'était un acteur, anarchiste pour le coup, et il a dit, je veux absolument faire ce personnage-là. Et c'est lui qui a écrit, etc., candidature spontanée, on va dire. Et c'était terrible parce que à la fin, ils n'étaient plus que 2. Il y avait lui et quelqu'un d'autre, un autre comédien. Et l'autre comédien était sans doute meilleur, si on peut le dire. Enfin, voilà. Mais l'autre était tellement authentique. Et quand il joue dans le film cette scène-là, tu as derrière, il pleure. Hein. Mais il pleure vraiment. Donc voilà, c'était un sacré travail au niveau du film qui était chouette à faire. Mais en bande dessinée, ça nous a voilà. Mais c'était naturel quand même, la façon dont parlaient tous ces gens-là. Je l'ai eu sous les yeux pendant toute mon enfance, enfin dans mes oreilles toute mon enfance en fait. Donc, je repense un petit peu aussi au film en tant que tel, du coup, donc, comme on l'a dit au début, qui a disparu au bout de 150 projections, le film c'est un peu autodétruit, ouais. Mission impossible. Et du coup, il y a quand même certains éléments qui sont dans la bande dessinée, qui ont été réimaginés. Alors, sur quoi tu t'es basé, ou Étienne s'est basé pour refaire ce bout de film ? Et est-ce que le fait d'avoir retrouvé finalement quelques secondes, là ça a évoqué aussi 40 secondes de film, je crois, qui ont été retrouvées 33, finalement 33 secondes. Ouais. Oui, ça a été en fait, je finissais le scénario en février 2006, et Étienne avait déjà commencé le dessin, mais n'avait fait qu'un tiers de l'album. Et on était confronté à ce problème on n'a pas d'image du film, donc qu'est-ce qu'on montre ? Et au début, on était en permanence, on voit des gens qui regardent le film, mais on voit pas le film. Et au bout d'un moment, c'était un peu artificiel.
du coup, on passait notre vie à trouver des astuces de mise en scène pour pas montrer l'écran, pour flouter, ou ça marchait pas très bien. Et on était en pleine réflexion là-dessus, si on allait devoir finalement inventer ces images de films disparus, quand donc Gilbert Le Traon, ce fameux notre ange gardien, finalement, celui par qui tout est arrivé, directeur de la Cinémathèque de Bretagne, nous a appelé de Paris un samedi soir, je me souviens toujours à minuit, pour me dire. Alors, quand il a appelé à minuit, on n'était pas intime, hein, donc j'étais persuadé qu'il m'appelait pour m'annoncer la mort de René. Ça a été la seule raison pour laquelle il pouvait m'appeler un samedi soir à minuit, et je priais depuis déjà des mois que René, il lui arrive pas malheur avant que la bande dessinée soit finie. Il avait 80 ou 82 ans, il sortait d'un cancer, enfin bon voilà. Et en fait pas du tout, Gilbert m'appelait pour me dire qu'il avait retrouvé donc une trentaine de secondes du film Un homme est mort dans les archives de la CGT à Paris. C'était des chutes, non? C'était des chutes non utilisées dans le film, et donc tournées au moment de ces 48 heures où René tourne le film. Il y a différents éléments dans ces 33 secondes retrouvées qui nous permettent d'identifier non seulement que c'est René qui a tourné les images, mais même le jour et le moment où elles ont été tournées, parce que il y a notamment un dépôt de gerbes à l'endroit où Édouard Mazet a été tué, donc il y a 5 porteurs de gerbes, et il y a tous les gens qui sont autour. Il y a un panneau, ils ont rebaptisé la rue Édouard Mazet, hein, elle s'appelle toujours pas rue Édouard Mazet, elle s'appelle toujours rue Carfotras, mais elle a été rebaptisée rue Édouard Mazet pendant quelques jours. Et surtout, la scène qui est filmée, en fait je l'avais sous les yeux depuis des années, puisque j'avais un journal d'époque qui la photographie en première page, et le journal daté du 20 avril 1950, et donc c'était une scène qui s'est passée le 19 avril la veille. Et je l'avais sous les yeux, les porteurs de gerbes sont identifiables, etc. et tout ça. Et donc, le lundi suivant, Gilbert nous a convoqué à la Cinémathèque pour qu'on regarde ces images. Alors 33 secondes, ça passe vite, hein, vous l'imaginez bien. On les a regardées plein de fois. Et le type qu'on voit le mieux à l'image, c'était mon grand-père. Voilà. Ce qui là a été évidemment totalement imprévu. Et c'est le seul en fait qui suit la caméra, c'est ça qui est assez incroyable, c'est un des porteurs de gerbes, et je sais pas si tu as la photo quelque part, et il suit en fait la caméra et il regarde, et je me suis méfié, enfin que je veuille le voir, j'imaginais pas le voir, j'ai d'ailleurs mis 2-3 visionnages avant de le reconnaître. Ah voilà, c'était là, voilà, si tu zoomes, et donc j'ai fini par demander à ma mère et à ma grand-mère de venir voir les images aussi pour l'identifier, ce qu'elles ont fait, avec juste une question. Elles se demandaient, il porte une gabardine claire, et elles se demandaient d'où sortait cette gabardine, et elles se souvenaient pas, et en fait c'est à mon arrière-grand-père, et il la mettait dans les grandes occasions. Voilà, il est là. Et pour être sûr, parce que je me méfiais quand même que ma mère et ma grand-mère, pareil, aient eu envie de le voir. Alors on voit le drapeau, un travailleur de Brest en grève, là on distingue un peu le mot Brest. Et donc j'avais cette scène-là sous les yeux depuis des plombs, hein. Mais comme la photo est prise de beaucoup plus loin, les visages n'étaient pas identifiables, je le savais pas. Et en fait j'ai montré les images, notamment à Pierre Cosien qu'on a vu tout à l'heure, qui avait été amputé d'une jambe après avoir été blessé dans les manifs. Lui il a reconnu sa femme, était décédé entre-temps, donc c'était quand même aussi un grand moment. Et donc lui-même a reconnu mon grand-père, et je me souviens parce qu'il a commencé à marmonner dans sa barre pour dire mais c'est Hennebeau là. Alors Hennebeau c'est le nom de famille de mon grand-père, et donc il s'est retourné vers moi, il a dit mais fils de rien, tu reconnais pas ton grand-père ou quoi? Et donc c'était la preuve que j'avais. Donc ouais, il y avait un côté quand même, après avoir passé 5 ans à fantasmer sur des images quelque part en hommage à mon grand-père sans que je sache qu'il était filmé à ce moment-là, juste qu'il faisait partie des manifestants. Il était en première ligne, je sais, parce qu'il était très copain, on ne voit pas cette image, mais avec Gabriel Paul, qui était le député communiste de Brest, et on le voit aussi, Gabriel Paul, sur des images précédentes. Mais voilà, ouais, c'est là où il y avait un côté, des fois, on en revient à ce qu'on disait au début, légitime finalement pour raconter une histoire. Ça s'acquiert pas comme ça, la légitimité pour raconter une histoire. Soit on est investi depuis très longtemps dedans, comme l'a été Sandrine, voilà. Faire un documentaire sur les gilets jaunes, ça a évidemment pas la même saveur si on a été sur les ronds-points au quotidien que si juste on vient. En tout cas, il faut au moins à ce moment-là savoir d'où on parle et bien rester à cette place-là, quoi. Pour parler d'un homme est mort, je pouvais me foutre au beau milieu de la manif, il n'y avait pas de souci. Peut-être qu'on va en profiter pour reparler de la fusillade, vu que tu m'as donné des éléments du brouillon, parce que ça aussi c'est intéressant. Voilà. La fusillade est évidemment un moment clé de l'histoire, et comment la représenter? Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas? D'ailleurs j'ai l'impression que dans le film c'est différent ce qui est montré, ça a l'air presque plus frontal, les choses qu'on voit, alors que la BD est assez pudique aussi. Mais je vais peut-être remontrer la planche qui est dans la BD, et après on pourra voir peut-être les autres versions. Ouais, voilà, donc ça c'est quand
les gendarmes tirent, et voilà, ça c'est la planche, donc qui est bleuette et assez forte. Mais... On revient un peu en arrière, voilà. Ouais. Ouais. Et si tu peux montrer la première image que je t'ai fait copier tout à l'heure. Alors. C'est là où on voit les... Ouais, c'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est un extrait qui est inédit. C'est là où on voit les questions que pose la narration en bande dessinée. Ça, c'est la première page de la fusillade telle qu'on l'a dessinée et qu'on l'a gardée pendant des mois. Et avec Étienne, à chaque fois qu'on la regardait, il y a quelque chose qui nous dérangeait, puisque évidemment, il ne vous aura pas échappé que le peloton de gendarmes de CRS qu'on voit tirer ressemble à un peloton d'exécution. Et on n'arrivait pas à imaginer que en 1950, des types avaient pu mettre un genou à terre comme ça et tirer sur une foule, certes qui les bombardait de pierres, mais quand même désarmée dans les faits, à la manière d'un peloton d'exécution. Et la seule chose qui nous a retenu de garder cette page pendant longtemps, c'est le dialogue que vous avez au-dessus, où un CRS abaisse son fusil en disant « Et puis merde, non, ça me fait chier d'arriver à ce point-là pour avoir à bouffer ». Ce qui peut paraître très cinématographique comme dialogue, très romanesque en tout cas, or il est vrai. C'est même un des rares dialogues qui est totalement vrai dans la bande dessinée, puisqu'il vient du seul témoignage qui n'est ni manifestant, ni gendarme, qui est un habitant de la rue, mais un seul immeuble qui était habité à ce moment-là, qui a vu et qui a témoigné devant l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait une commission d'enquête quand même à l'époque. Et donc c'est dans le rapport de la commission de l'enquête à l'Assemblée nationale. Et donc ce dialogue-là, évidemment, me permettait de montrer que tous les gendarmes ne sont pas à mettre dans le même sac, évidemment qu'ils avaient aussi des états d'âme. Et même s'ils ne sont pas humanisés, vous le voyez, ils ressemblent à des Playmobil, ils ont tous un casque, machin, et voilà, ils ne sont pas humanisés comme les autres personnages. Parce qu'on est dans le regard des manifestants, on ne peut pas demander d'humaniser des gens qui vous ont tiré dessus comme ça. Et puis, c'est là où on a eu accès aux archives. Et où on a lu le rapport de Kerouas qui raconte donc de son point de vue de gendarme, certes, mais qui raconte en détail ce qui s'est passé et qui assume le tir, etc. et tout ça. Et comme on avait un témoignage vraiment direct, ça c'est le témoignage des ouvriers. Mais bon, les mecs, il n'y a pas eu de sommation, ils nous ont tiré dessus, c'était presque trop terrible finalement, et quand on veut faire un peu une critique d'historien, on se disait, il nous fallait quand même édulcorer un peu ce qu'il racontait. Et dans le témoignage de Kerouas, si tu peux passer l'image suivante, Kerouas raconte donc que les grévistes fonçaient sur lui, bombardés de pierres, de boulons, etc. et tout ça, qu'ils allaient être débordés, et que donc il a demandé au commissaire Le Gohan, qui était à côté de lui, ceint de son écharpe tricolore, en lui demandant qu'est-ce qu'on faisait. Et donc c'est là où le commissaire Le Gohan dit tant pis pour eux, préparez-vous à tirer, mais tirez en l'air. Et donc à ce moment-là, ils ont tiré, et c'est terrible dans le témoignage de Kerouas parce qu'il raconte, il dit, le commissaire dit tirer en l'air, des coups de feu sont partis, un homme est tombé. Il dit pas suite à ça, etc. Un homme a été touché. Non, il dit juste des coups de feu sont partis, un homme est tombé. Suite à cela, je suis allé mettre le commissaire à l'abri, machin, etc. Mais malgré tout, c'est un témoignage authentique quand même. Et du coup, on a mis en image, ça nous semblait assez juste. On a la foule de manifestants qui foncent sur les gendarmes, les hésitations, le commissaire Le Gohan qui demande de tirer en l'air, mais c'est caché par un cri. Et là, on monte petit à petit la caméra. Il y a les insultes et les pierres d'un côté qui volent, la panique chez les flics, peloton en joue, sur quoi on tire capitaine, attention ils avancent, sur quoi on tire, feu, voilà. Pour montrer la panique que décrit Kerouas, et où il raconte lui-même, si on n'avait pas tiré, on aurait été lynchés, on serait tous morts. Le problème c'est que, dès qu'on a fait la page, on s'est dit non mais là, en fait on est en train de raconter une histoire de flic. Et parce qu'il y a une seule chose qu'on voit sur la page, c'est le rouge. Tout de suite, on peut mettre en plus petit, tout ça, il y a une chose qui ressort, c'est le rouge du sang du gendarme en case 1. Et donc tout d'un coup, c'est plus du tout des gendarmes qui tirent sur des manifestants, c'est une foule furieuse qui vient lyncher des types, qui paniquent, qui s'en prennent plein la figure, et puis qui tirent, voilà. Et on se rendait compte que, en fait, même le point de vue, on l'avait casé on est au milieu du peloton en fait. Donc tout d'un coup on s'identifie avec les gendarmes évidemment, et plus du tout avec les manifestants. Et donc quand Étienne, c'est moi qui ai refait le découpage là, et quand Étienne m'a envoyé la page, tout de suite je me suis dit non mais ça fonctionne pas du tout quoi. Et donc je l'ai appelé, un peu pas trop fier, en lui disant non mais la page que je t'ai fait refaire là,
En fait, ça marche pas du tout. Et je me souviens toujours, il m'a dit, ah ben putain, ça me soulage parce que je pensais la même chose. Et c'était que la page 14, on est encore au début, hein, et c'est ce qui a scellé un peu notre relation de travail, de savoir qu'on on était vraiment sur la même phase. Et donc on a dû avoir l'humilité d'avouer que, en fait, représenter ce moment-là était, si ce n'est impossible, en tout cas très difficile. Et qu'on a fait la page finale, si tu peux la remontrer, où on s'avoue vaincu finalement, on monte la caméra. C'est pas une question de courage de pas assumer notre opinion, mais c'est dire voilà les éléments qu'on a. On sait que Gabriel Paul, qui est là, député communiste, s'avance à un moment donné pour parlementer. On sait que les gendarmes sont en face. On ne sait pas s'il y a des sommations. Les gendarmes le disent, le témoin neutre là le dit pas. Voilà. Et il y a quand même un ordre de tirer. Et à ce moment-là, il se passe ce qui se passe, mais chaque lecteur peut s'imaginer précisément la façon dont il tire, donc panique ou pas, posément ou pas. Et la seule chose dont on est sûr, c'est le résultat, c'est ça. Et là, on redessine le résultat. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur aussi ce qui se passe entre les cases. C'est vrai que là, ça laisse le lecteur interpréter. Et ça évite, finalement, c'est pas un tract. Voilà. Et c'est là où quand on dit c'est une bande dessinée militante, par exemple, oui et non. C'est pas un tract. Et c'est une bande dessinée sur des militants, sur la militance ou autre. Mais si on fait un tract, pour moi, c'est on va perdre en force parce que finalement, on va convaincre les convaincus. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans les conseils de Noël de Figaro Madame. Voilà. Et un homme est mort, il était dans les conseils de Noël de Figaro Madame. Parce qu'à un moment donné, on pouvait pas. Voilà. Vous pouvez la lire par tous les sens. On peut pas me dire autre chose. Et si jamais on me dit, mais ce que vous avez raconté, c'est pas juste, un truc comme ça. Mais mon cul, tout ce que je raconte là-dedans, je l'ai, moi. Je l'ai dans mon ordinateur. Je peux le sourcer, etc. Hein. Vous avez un doute sur ce qu'ont fait les gendarmes ce jour-là? J'ai le plan de bataille. Ça s'appelle comme ça. Un plan de bataille qui fait 1,20 m, voilà, qui est dans les archives, qui est établi par les gendarmes eux-mêmes, le lendemain des faits, avec, c'est comme une carte stratégique, avec tous les mouvements des pelotons, mouvements de troupes, 16h12, le peloton il prend cette rue-là, 16h17, le peloton de Kéroise vient par là, tu as tout le détail, comme un wargame, et ça s'appelle la bataille de Brest. Et établi par les gendarmes eux-mêmes. Donc quand derrière on me dit bagarre à Brest un mort, quand on me dit c'est pas les gendarmes qui ont tiré, c'est un règlement de compte. Non, il suffit d'avoir les archives, moi je les ai. D'ailleurs, est-ce que c'était pour ça qu'il y a un dossier un peu documentaire à la fin de la BD, ce qui est assez rare en bande dessinée, et vraiment il y a beaucoup d'éléments qui complètent en fait finalement le récit. Est-ce que c'était pour un peu se défendre d'avoir fait une BD comme ça un peu fictionnelle, grand public, sans base historique? C'était pour montrer que non, il y avait plein d'éléments derrière et je complète. Ou alors c'était juste parce qu'il y avait tellement de matière que c'était frustrant de ne pas le mentionner quelque part? Les deux, au début, le scénario prévoyait un livre de 100 pages à peu près, alors il en fait 62, et oui, parler plus de la vente, l'après et tout ça, finalement on l'a amené ça dans le dossier. Et à l'époque, c'était encore une fois assez novateur, assez récent en tout cas de faire de la bande dessinée documentaire, et effectivement c'était une façon sans doute un peu d'amener une sorte de preuve scientifique, enfin on a voulu jouer aux bons élèves un petit peu, et ceci dit, il est très complet comme dossier, il est quand même dense, il n'est pas fait par nous, enfin je veux dire il y a des historiens qui interviennent, etc. et tout ça, du cinéma militant, des grèves, du mouvement social, c'est un dossier très collectif, donc c'était très bien. Aujourd'hui ça s'est beaucoup développé, hein. Il y a pas mal de dossiers documentaires comme ça dans les bandes dessinées, et je finis par me dire que ça devient peut-être un aveu de faiblesse, comme si le récit en lui-même en bande dessinée suffisait pas, qu'il fallait un peu un côté, vous avez vu, on a bien travaillé, hein, voilà, on a fait des recherches, etc. et on fait un dossier documentaire pour vous le montrer. Mais à l'époque, il fallait encore gagner les galons. Aujourd'hui, j'en reviendrai un peu plus, mais ça permettait de mettre toutes nos recherches. Et puis, il y a un côté, comme si on regarde bien, on affirme un certain nombre de choses en espérant qu'on vienne. Parce que comme on n'a pas les archives officiellement, on espère que ça va réagir. On espère même éventuellement qu'il va y avoir une plainte contre nous pour pouvoir sortir les archives. Et en fait, non. On n'a pas réussi. Personne n'est venu nous emmerder. Sauf un, dont vous pouvez encore trouver un peu les témoignages sans doute, qui est allé commenter sur tous les sites où on parlait de la bande dessinée, depuis la FNAC, je pense que sur le site de la FNAC, il est encore dans les commentaires, partout, et qui quand même, à la façon, alors c'est très bien parce que c'est exactement la façon dont fonctionnent les lettres de délation depuis l'occupation. C'est, bon, certes, ils ont fait un bon travail, je ne remets pas en cause la probité des auteurs, mais
permettez-moi quand même de rétablir quelques vérités historiques et machin, etc. Et il y a notamment le fait que, il y a un gendarme qui est mort. Mais on le dit pas, hein, comprenez, l'État l'a planqué, hein, évidemment, mais il n'y a pas un mort à zéro, il y a un mort partout, c'est pas du tout la même chose. Mais le gendarme Gourvès de Plougastel d'Aoulas, des noms et tout ça, hein, mais évidemment, voilà, on l'a planqué, et ça on n'en parle pas, enfin, même truc que pour les... qu'on a dit aussi, on parle pas quand même des blessés chez les flics, etc. et tout ça. Putain, j'ai cherché du coup, hein, parce qu'effectivement, un mort partout, c'est pas la même chose qu'un mort à zéro. Et ce gendarme Gourvès de Plougastel d'Aoulas, putain, d'où il sortait quand même ce gendarme Gourvès de Plougastel d'Aoulas. Et j'ai fait toutes les recherches du monde sans jamais avoir réussi à le trouver. Et j'ai le bilan, j'ai tout, enfin voilà. Et évidemment, l'État, au contraire, s'il y avait eu un mort, Dieu sait s'il s'en serait emparé en disant « Oh là, vous avez vu la violence, on a fait que répondre à la violence. » Enfin, voilà, évidemment que c'était du pipeau. Mais j'ai fini quand même par démonter le truc, et je suis persuadé que c'est ça, c'est qu'il y a un gendarme qui, effectivement, a été porté disparu pendant 48 heures. Parce qu'il s'est réfugié, il a perdu son fusil, il s'est réfugié chez un habitant qui l'a planqué, et c'était tellement le bordel dans la ville qu'il n'a pas osé sortir pendant 48 heures. Il est rentré à sa caserne que 2 jours, le mercredi, c'était le lundi, la manif, et donc il a été porté disparu pendant 48 heures. Et ça a suffi à la rumeur de commencer à se répandre. Il y a un flic qui est mort, un flic qui a disparu. Donc s'il a disparu, c'est qu'il est mort. Voilà, etc. Et tout ça. Et 50 ans après, 100 ans après, cette rumeur courait toujours. J'ai même lu quand même quelque part qu'il avait été jeté dans un puits. Parce qu'on est en Bretagne, hein, comprenez. Donc quand on veut faire disparaître quelqu'un, surtout un flic, un petit puits, ça a toujours son utilité. Et ça montre bien que l'idée de planquer des archives, soi-disant, encore une fois, pour atteindre à la sûreté de l'État, non seulement c'est du pipeau, mais surtout, ça sert qui ? Certainement pas la vérité ou quoi que ce soit, certainement pas le pays, personne en fait, même les gendarmes. Moi je préfère un Kerouas. Kerouas quand même, ce type, pendant 60 ans, jusqu'à sa mort, est passé pour le salaud qui avait ordonné de tirer, etc. et tout ça. Et hormis d'avoir témoigné devant ses collègues pour dire c'est pas moi, c'est le grand, hein, quand même, et sans vouloir m'étendre sur sa conduite, c'est quand même le... Voilà, vous avez vu, c'est lui, là. Après, il a jamais accepté de témoigner, de donner son... Voilà, il a assumé, voilà, d'être le type qui avait donné l'ordre. Ce qui n'était pas vrai. Donc même du côté des gendarmes, en fait, d'avoir planqué les archives, etc., et tout ça a été un mensonge aussi pour eux. Donc sur les Gilets jaunes, le travail qui a été fait de documenter justement toutes les blessures, et grâce à toutes les vidéos des gens sur place et tout ça, imaginez si on n'avait pas eu ça, si on n'avait pas eu les téléphones, les smartphones, les moyens, tout ce qu'on nous aurait raconté comme conneries. Et malgré tout, il y a quand même eu des dizaines des borgniers, de gens quand même blessés à vie, et exactement ce qu'on racontait, quoi, et ce qu'on pensait de l'histoire. Là, on peut vraiment relier les deux, là, on peut parler d'éducation populaire, dans le bon sens du terme, où la bande dessinée joue son rôle pour ça, voilà, pour dire, non, ce qu'on vous raconte, prenez du recul avant de l'accepter, ouais. Je vois que le temps file. Je ne sais pas si des gens ont peut-être des questions avant de terminer. N'hésitez pas. On a peut-être déjà tout dit. Ah si. Merci. Bonsoir. C'est une question à madame qui a écrit sur les Gilets jaunes. Quel regard vous portez sur l'évolution du mouvement et en fait sa fin? Parce que pour ceux qui ont suivi les choses à la fois de près mais aussi de loin, parce qu'on ne pouvait pas être partout, hein, c'est difficile de dire... quand ça s'est terminé, si ça s'est terminé d'ailleurs, parce que ça va pas de soi, hein, de quelle manière, je ne sais pas comment vous pouvez... j'ai pas lu la bande dessinée, peut-être que tout cela est dedans. En fait, moi, dans la bande dessinée, j'ai fait le choix justement, parce que comme c'était en cours, c'est la difficulté par rapport, contrairement à... C'était différent, c'est que c'était en cours en fait. Donc il a fallu que moi, au moment où j'ai réalisé la bande dessinée, je m'arrête à un moment. Sachant que je ne savais pas quand ça allait s'arrêter. Et d'ailleurs, est-ce que ça s'est vraiment arrêté? Il y a toujours des gilets jaunes en fait mobilisés. Donc il y en a moins, mais ça c'est pas vraiment. Pour moi, c'est un mouvement qui est toujours en cours, mais qui a perdu sa dynamique en fait, mais qui est toujours en cours finalement. Pas tant qu'il y aura un gilet jaune quelque part sur un rond-point, il y en a dans les manifs aussi. Enfin, c'est un mouvement qui est toujours en cours, mais qui a perdu sa dynamique. Donc effectivement, par contre, c'est vrai que la grosse dynamique du mouvement, ça a clairement été entre novembre 2018
Et moi, je dirais l'été 2019, quoi. Et c'est généralement avec l'été 2019 que les gens ont commencé à moins se mobiliser, même les gens qui étaient les plus mobilisés. Voilà, donc moi, je m'arrête. En gros, je parle de la période de novembre 2018 jusqu'à avant le confinement de 2020. Je m'arrête au moment, finalement, des manifs contre la réforme des retraites. Ouais, ça va être encore d'actualité, je pense, d'ici peu. Mais je m'arrête à ce moment-là, en fait. Où il y a eu, effectivement, il y a eu plusieurs phases dans le mouvement. Il y a eu des moments, en fait, où, en fait, moi, je me suis arrêtée, effectivement, au moment de manif pour contre la réforme des retraites, parce que c'était le moment où j'avais l'impression qu'il y avait une forme d'union, en fait, qui se faisait, de convergence qui se faisait avec les autres mouvements sociaux, justement, contrairement au début, où tu as raison, en fait, au début, les syndicats ont été éjectés, en fait, du mouvement. Il y avait cette idée de on veut pas de syndicats, on veut pas de parti politique, on veut parler en notre nom, enfin voilà, il y avait vraiment ça. Et là, effectivement, petit à petit, il y a eu des rapprochements qui se sont faits et qui se faisaient justement à ce moment-là, où les Gilets jaunes commençaient finalement à se mêler aux mouvements sociaux traditionnels, aux syndicats, à certains partis politiques. Il y avait une convergence qui se faisait, qui a été complètement pétée avec la pandémie. Et puis là, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de convergence, mais en tout cas, voilà. Donc là, maintenant, on est vraiment dans une autre phase. Enfin, c'est un mouvement qui a eu plusieurs phases, en fait. Mais vraiment, la grosse dynamique, ça a quand même été jusqu'à l'été 2019. Et après, ça a été une phase vraiment plus de rapprochement avec les partis politiques traditionnels, avec les syndicats, dans des actions communes. Après, il y a eu le Covid, donc là, clac, là, ça a ajouté, en fait, la gestion de la pandémie, etc. Ça a vraiment ajouté pas mal de confusion et depuis, on est encore dans une autre étape, quoi. Mais ça continue, effectivement, mais vraiment différemment et la dynamique n'est pas du tout la même, en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question, en partie. Oui. Ce qui m'a beaucoup étonné, quand même, c'est la réticence des syndicats devant un mouvement qui était vraiment populaire. Parce que vraiment, c'était des gens ordinaires qui étaient dans la rue, qui avaient une difficulté. J'étais étonnée, moi, de la distance que les syndicats ont pris. En fait, comme l'expliquait Chris, je pense que pas mal de gens qui étaient déjà investis politiquement ont été, je pense, un peu désarçonnés, en fait, face à ce mouvement, en fait. Et justement, il y avait ce côté un peu rancœur que des gens déjà investis me disaient, c'est genre, mais ils étaient où tous ces gens-là? Bon, nous, ça fait 30 ans qu'on manifeste, ils étaient où, quoi? Et je pense qu'il y a eu ce côté-là, et du coup, ils ont eu du mal à se comprendre, je pense. Ils ont eu du mal à se comprendre, et du coup, je sais que, en tout cas, au niveau des Côtes d'Armor, là où je connais, c'est que cette convergence et ce dialogue, il a été difficile à mettre en place. Et il avait commencé à se faire justement au moment du mouvement contre la réforme des retraites, mais c'est compliqué. Ça a été compliqué effectivement, et je pense que c'est un mouvement c'était difficile d'imaginer au départ effectivement avec c'est quand même parti pour la suppression de la taxe sur les carburants. C'est quand même parti de là, et c'est vrai que je pense que ça parlait pas forcément à d'autres au mouvement, on va dire, politique traditionnel. Ils ont vraiment c'était difficile de prendre conscience de ce que ça allait devenir en partant de là, quand même. C'est que rapidement, c'est devenu un mouvement de revendications politiques beaucoup plus large, des revendications sociales très fortes, finalement. Et c'était difficile d'imaginer l'ampleur que ça allait prendre. Donc je peux comprendre aussi, et effectivement, clairement aussi, ils se sont fait éjecter. Et d'ailleurs, dans les témoignages, c'est vrai que les syndicats prennent cher. Et on sent qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a des gens qui décrivent de mauvaises expériences avec les syndicats, etc. Et je comprends que du coup, ça a été compliqué, je pense aussi, pour des gens déjà investis politiquement, de reconnaître ce qui est en train de se passer. De se dire, là, il se passe un mouvement d'envergure, ce qu'on attendait depuis très longtemps, et que finalement, ils l'ont pas reconnu à temps, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, moi, ce que vous dites, c'est ce que j'ai entendu, moi, dans les dialogues que j'ai pu avoir. Il y a une incompréhension, je pense, parce que effectivement, les gens qui sont investis dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était justement les gens qui s'investissaient pas habituellement dans les mouvements sociaux, des gens qui n'étaient pas syndiqués, etc. Certains, il y en a qui l'étaient, mais et voilà. Donc
En fait, c'était les gens que justement les syndicats, les partis politiques cherchaient à mobiliser depuis des années en se disant mais voilà, ils sont où ces gens-là? Et en fait, là, ils se mobilisaient, sauf qu'ils ne voulaient pas d'eux en fait. Ils voulaient se mobiliser mais par eux-mêmes et ils voulaient apprendre par eux-mêmes en fait. Je pense qu'il y avait cette notion de voilà, on veut expérimenter par nous-mêmes. Et du coup, ils ont fait des erreurs. Ils ont bricolé, mais il y avait cette volonté d'expérimenter soi-même en fait. Et ils ont expérimenté effectivement. Mais après, il y a aussi des gens, des militants, qui étaient déjà investis, qui ont conseillé. Enfin voilà, ça n'a pas été, il y a eu quand même des ponts en fait qui se sont faits petit à petit. Mais ça dépendait des endroits aussi. Hein. Donc oui. D'autres questions ? Oui, merci beaucoup à tous les trois. J'ai peut-être une question sur l'évolution de la BD documentaire, du coup, et des relations que vous pouvez avoir avec la justice, du coup. Chris en parlait tout à l'heure. Tout ce qui peut... on sent que c'est émergent. Il y a souvent des questions qui se posent en termes de diffamation, de choses comme ça. Je voulais savoir, en tant qu'auteur, comment vous percevez ça ? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui la BD documentaire gagne en légitimité? Elle intéresse du coup la justice, ça devient un média qui est écouté et qui du coup peut déranger, alors que ce n'était pas forcément le cas. Est-ce que ça vous fait perdre une certaine liberté d'un côté où on va border de plus en plus, etc. Ou au contraire vous vous dites, ah non, la BD documentaire rentre dans une autre dimension, on va être écouté aussi différemment et du coup on va gagner en force et on va toucher des gens qui n'étaient pas forcément notre lectorat avant. Voilà. Peut-être l'occasion de reparler un peu de la revue dessinée. J'imagine qu'il y a des exemples assez concrets. Ce qui intéresse particulièrement les Bretons, c'est les algues vertes. Cette bande dessinée, elle est née à Brest au Festival Longueur d'onde où j'ai assisté à une conférence donc sur les algues vertes et c'est là où l'idée d'en faire une bande dessinée est venue et avec donc c'était Inès qui était là et donc ça a d'abord paru dans la revue dessinée puis ensuite sorti en livre et il vous aura pas échappé qu'effectivement les menaces de procès ont été légion. Alors là, c'est ce qu'on appelle principalement des procès bâillons en réalité, les procédures qui sont lancées et puis au dernier moment, elles sont arrêtées. Mais entre temps, vous avez dépensé un bras en avocat, etc. Donc vous avez évidemment pas les moyens, les auteurs de bande dessinée et même les maisons d'édition comme la revue dessinée qui est indépendante n'ont absolument pas les moyens de suivre ces procédures bâillons. Quand je donne l'exemple personnel que j'avais eu, c'était quand même 20 000 euros de frais de justice. 20 000 euros, il faut les sortir quoi. Et même si vous gagnez, c'est rare que vous soyez indemnisé à hauteur des dépenses réelles. Donc ça reste. Pour moi, ça reste une victoire quand même, parce que justement, pour la première fois, bien plus qu'un homme est mort ou autre, on a une bande dessinée qui vraiment a appuyé sur le réel, vraiment a popularisé un sujet, une lutte, un débat, etc. Qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, mais à ce moment-là, ça permet aussi à ceux qui seraient, personne ne peut être partisan des algues vertes, mais en tout cas dire ah non, ça vient pas de là, de mettre leurs arguments sur la table, qui est un vrai débat démocratique finalement. Après, ça oblige les auteurs à une force qu'ils n'avaient pas besoin avant, c'est d'avoir du courage. Et de prendre beaucoup de risques. Faire un homme est mort, finalement, n'était pas dur. Même si j'espérais bien qu'on vienne un peu m'attaquer pour que je puisse sortir les archives, ça restait une histoire qui s'est passée il y a 50 ans, quoi. C'est pas la même chose. René Gauthier, il était adoré par tout le monde. Quand il a fait son film en 1950, tout le monde le détestait. C'est pas toujours pareil, voilà. Et c'est là où le courage, il est quand même pas le même entre un René Gauthier, moi, ou Inès Léraud aujourd'hui avec ce bouquin-là. Mais là où les auteurs de bande dessinée finalement en ont pris conscience, c'est un petit peu avant, et c'est malheureusement à cause de Charlie Hebdo. Même si c'est du dessin de presse, la plupart des auteurs de Charlie Hebdo ont fait de la bande dessinée reportage. T-News, Cabu, évidemment, qui est un des pères même de la bande dessinée reportage. Et qui donc ont été les premiers auteurs français en tout cas tués quand même pour ce qu'ils avaient dessiné. Et ce jour-là, on a tous, nous on a bien vu la déflagration que ça a fait quand même vraiment à l'intérieur du milieu, de se rendre compte finalement de la responsabilité. On n'était plus des auteurs de Petit Mickey, c'était fini tout ça. Et donc
ça reste une forme de maturité qu'on a atteinte. On peut dire que la bande dessinée documentaire aujourd'hui, elle est adulte, avec les responsabilités que ça incombe à un adulte, et qu'elle demande un courage qui n'était pas nécessaire auparavant selon les sujets qu'on va attaquer. Voilà. Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? Je pense que ça reste un bien, mais c'est sûr que ça oblige les auteurs à se poser beaucoup plus de questions qu'avant, et parfois, oui, à avoir moins de liberté selon ce qu'on va raconter. Moi, je me pose vraiment la question sur certains sujets. J'y vais pas. Ça va être tellement en emmerde ou pas. Enfin, c'est tellement dur déjà d'être auteur de bande dessinée, on le sait bien. Les gens le savent assez peu, mais on n'a pas de statut quand même. Un auteur de bande dessinée n'a pas de statut. Il n'est pas intermittent du spectacle ou autre. Il est auteur de livres, point barre. Il n'a pas de chômage, rien. C'est marche ou crève. Tu travailles, tu as un contrat. Éventuellement tu rentres des sous, mais par rapport au temps que ça prend, rarement autant. Et si vous cassez le bras aussi le lendemain, vous avez fini un contrat, vous n'avez pas un autre contrat qui démarre, c'est 0 €. Si vous passez 1 mois, 2 mois à faire des recherches, 3 mois, c'est 0 €. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget recherche, il n'y a pas de budget développement, il n'y a pas de budget réflexion, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Donc, quand vous savez qu'en plus ça va vous valoir les algues vertes, au départ on doit en vendre 3000. Aujourd'hui, ils doivent être à 150 000 ou un truc comme ça, adapté au cinéma et tout, mais c'est pareil, le tournage de film, c'est un enfer, visiblement. Donc voilà, mais il faut le faire. Peut-être une question sur la fabrique de l'écriture. Vous avez évoqué le schéma d'écriture et puis vous avez évoqué votre ordi avec toutes les archives. Donc peut-être nous dire un peu, si vous le souhaitez, comment vous faites concrètement. Est-ce qu'il y a un scénario, c'est sur Word, vous faites les cases puis vous écrivez dedans. Enfin voilà, les coulisses vraiment de votre travail. Alors concrètement, oui, le travail d'écriture, ça se fait comme pour n'importe quel travail d'écriture, c'est-à-dire il y a toujours cette phase de documentation qui est assez importante quand même en amont. Après, il y a parfois dans le BD documentaire, il y a le recueil de témoignages, etc. Enfin, voilà, il y a la phase de documentation, recueil de témoignages. Et après, à partir de là, effectivement, il y a le travail d'écriture. Donc là, oui, très clairement, moi, je travaille sur mon Word. Et puis voilà, c'est le même processus finalement que pour n'importe quel travail d'écriture. Sauf qu'après, effectivement, faut le penser après en mode bande dessinée. Donc c'est là qu'après arrive le travail de découpage. Donc moi, dans mon cas, c'est moi qui fais tout, effectivement, parce que là j'ai écrit et j'ai dessiné, donc du coup ça simplifie peut-être un peu les choses aussi. Donc voilà, donc au départ il y a le travail d'écriture pure, donc sur Word, et après moi je prends mon papier, mon crayon, et puis voilà, j'imagine comment je vais découper, comment je vais mettre en image ce que j'ai écrit en fait. Le témoignage, en plus moi c'est des témoignages, comment je mets en image ce témoignage, comment je rends ça dynamique, etc. Donc il y a plusieurs phases. Donc la phase d'écriture pure, et après moi je dessine ce qu'on appelle un storyboard, donc un truc tête à toto, très très sommaire parfois. Voilà, dans lequel je vais placer le texte et je dis est-ce que ça fonctionne, voilà. Il y a ces deux phases là en fait qui rentrent dans la phase dans le travail d'écriture. Après quand on travaille avec un scénariste, là je travaille avec une scénariste actuellement, c'est différent. Donc là elle se charge elle du découpage, elle imagine un découpage qu'après moi je retranscris, mais parfois il y a des échanges. Voilà, donc elle m'envoie un Word et après moi, à partir de là, je fais un storyboard. Voilà comment ça peut fonctionner, les différentes façons. Voilà. C'est de la cuisine en permanence, parce que même au sein d'une même personne, si je travaille avec des dessinateurs différents, je ne vais pas travailler de la même façon. Certains veulent un découpage très précis, case à case, donc effectivement, même de façon écrite, pour chaque case de bande dessinée, vous allez dire voilà, case 1, plan panoramique qui prend toute la largeur de la page, vue de face de 3 personnages qui se tiennent bras dessus, bras dessous, voilà, tout est prévu. Tout est extrêmement précis parce que vous en avez besoin pour rythmer. Ça peut pas passer par une simple description de l'action. Par exemple, quel dialogue on va mettre, ça prend de la place, les dialogues très vite dans une case. Donc il faut pouvoir l'imaginer aussi dès le départ. La circulation du regard du lecteur, on se rend pas compte, mais pour qu'il lise bien une bulle et après l'autre est dans le bon sens et tout ça demande une organisation de la page pour lire de gauche à droite, de bas en haut, de haut en bas, etc. Et tout ça qui est
absolument pas simple et que dès le scénario on a besoin en fait de faire. Alors certains scénaristes qui sont pas purement scénaristes de bande dessinée, qui viennent plus de la littérature ou autre ou du cinéma, vont plutôt écrire un scénario sous forme de suite dialoguée, l'action, les dialogues, et le dessinateur va faire tout le découpage à partir de là. De lui-même, il va proposer, il va dire, et souvent il va devoir couper, prendre des trucs, etc. Moi qui ai toujours pensé en bande dessinée, même si je ne dessine pas, j'ai des découpages très précis, mais il y a des auteurs qui aiment bien faire cette phase de découpage case à case. Donc là, je leur fais une suite dialoguée. Là, ils me font des propositions de storyboard, souvent assez précises, et là, on retravaille souvent. C'est comme un travail au théâtre où vous verriez les acteurs répéter, vous vous rendez compte, est-ce que les dialogues fonctionnent? Est-ce que, tiens, là, ça matche bien, au contraire, non, ça marche pas, etc. C'est aussi très inspirant. La mise en scène inspire l'écriture. Des fois, vraiment, on se rend compte que, tiens, de faire un découpage, je sais pas moi, 5 cases verticales va amener une sensation, quelque chose, je sais pas, une chute à un moment donné, un truc. Donc, c'est pas que technique en fait. La mise en scène, ça va influencer l'écriture aussi, c'est en permanence, c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup, quand on travaille à 4 mains comme ça sur une bande dessinée, il y a énormément d'échanges, idéalement. Dans le temps, le scénariste écrivait tout, 44 pages, dialogué, case à case, hop, il envoyait, et puis le dessinateur faisait tout. Il y avait très peu d'échanges. Aujourd'hui, il y a Internet. On a l'impression d'être souvent dans le même atelier virtuel, via la webcam ou autre, on se montre des trucs, on joue des fois, moi je joue des fois mes personnages, je dis tu vois, on voit un plan comme ça, le mec il voilà, et alors le dessinateur il fait vite fait un croquis, il montre, tu vois plutôt comme ça, ouais, plus en contre-plongée, il faut qu'il y ait une puissance et tout. Et ça c'est assez fascinant. En fait, tout se joue là. L'écriture, la mise en fait c'est ça. C'est pas la beauté du dessin, c'est pas la beauté c'est ce jeu au moment du storyboard, de ce qu'on va imaginer, combien de cases, sous quels angles de vue, enfin, et ça, ce langage-là, il est vraiment chouette à faire, quoi. Peut-être une dernière question, si... Non ? Moi, je me demandais, chacun et chacune, si le fait d'avoir fait cette BD, ça avait transformé votre vision des mouvements sociaux ou plus largement de la société, et, sachant que si j'ai bien compris, vous venez de milieux très différents, de milieux très politisés, militants, et soit pas du tout. Je me demandais si l'expérience de l'écriture, de la rencontre des gens et tout, ça vous avait appris des trucs. Je vais répondre en premier à ce moment-là. Moi, ça a plus confirmé ce que j'avais envie de faire gamin. C'est bête, hein, mais j'étais fier comme un pape quand on parlait des miens dans le journal. Voilà. C'est-à-dire quand tout d'un coup, on parlait de mon équipe de foot, le Stade Brestois. Je sais qu'en général, on en parlait pour se moquer, parce que bon, ils ont rarement eu l'occasion de faire les premières pages autrement. Mais bon, ça me rendait un peu tout fier gamin, ou quand effectivement on parlait de mon arrière-grand-père ou mon grand-père qui avait des résistants, qui avait ceci, etc. et tout ça. Mais on en parlait assez peu, évidemment, quand même, des miens. Et finalement, dès que j'ai eu envie d'écrire, je savais que j'avais envie d'écrire, et des fois d'un seul mot, les miens. Voilà. Et donc quand l'album est sorti et qu'en plus il a eu du succès, ça a été à la fois une espèce de confirmation et un moment un peu de plénitude et de sérénité, parce que c'est ça que j'avais envie de faire, et on est en train de me dire ouais, c'est bien, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Voilà, t'es fait pour ça, donc fais-le, continue, et voilà. Et 15 ans après, ça dure encore. Parce que j'ai fait des albums qui n'ont rien à voir avec ça. Dernièrement, j'ai fait un Tunique Bleue, qui est une série mythique dans l'histoire de la bande dessinée, qui était ma série d'enfance. Tout ça, on m'a proposé de faire un des scénarios, donc j'ai fait un scénario. Même en faisant un album des Tuniques Bleues, qui est pour les enfants, qui est une série qui a 60 ans d'existence, j'ai fait une bande dessinée sur les Irlandais, puisque j'ai vécu en Irlande et que j'ai beaucoup parlé des Irlandais dans mes bandes dessinées, et c'est une bande dessinée aussi sur la militance, finalement, malgré tout. Et il y a un chouette auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup, qui s'appelle Franck Le Gall, peut-être certains connaissent, qui est fait l'auteur de Théodore Poussin, qui m'a envoyé un message hier soir pour me dire je viens de lire ton Tunique Bleue, et tout ça. Je vous passe les détails de tout ce qu'il m'a raconté, qui était chouette à côté, mais en me disant à côté, c'est la chanson de téléphone, c'est vraiment toi, quoi. Un peu plus, tu nous refaisais un homme est mort dans les Tuniques Bleues. Et j'ai dit voilà, en fait, finalement,
bon, ça restera mon truc, l'ADN, quoi qu'il se passe. Et donc ça n'a pas changé mon rapport aux mouvements sociaux. C'est juste que, ben ouais, il y a un côté, comme il y a l'artiste de la famille, ben toi t'es l'écrivain du peuple, ça fait un gros truc. Mais le nombre de fois où j'ai eu des militants communistes après avoir lu Un homme est mort, un communiste ou CGT, enfin du mouvement social en général, qui venaient voir en disant tu vois, voilà, en fait ils l'ont tous ce bouquin-là. Ils l'ont tous. Trouver Un homme est mort d'occasion en première édition, bon courage, hein. Parce que tous ceux qui sont précipités dessus, c'est pas du tout des grands lecteurs ou des collectionneurs de BD, c'était ceux dont je parlais finalement. Voilà. Et eux, ils la reprendront pas. Hein. Voilà, il est dans la bibliothèque, il est sacré, il bouge pas, et voilà. Donc finalement, non, j'ai trouvé ma place. Voilà. Oui, bah moi de mon côté, du coup c'est un peu différent. Moi, je m'étais jamais vraiment. Honnêtement, je m'étais pas intéressée aux mouvements sociaux avant. J'étais pas du tout dans ma culture. J'ai pas du tout une culture politique. J'avais une conscience politique, mais j'étais pas voilà. Donc effectivement, par contre, moi, ce projet et d'une manière générale, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été vraiment pour moi, ça a changé mon rapport aux mouvements sociaux. C'est vrai que maintenant, tu vois, j'ai relu Un homme est mort. Récemment, je l'avais lu à l'époque. J'ai pas du tout porté le même regard sur ce que j'ai lu. Il y a beaucoup de choses qui ont résonné de ce que les gens m'ont raconté en fait pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et là, tu te dis effectivement, l'histoire des mouvements sociaux, en fait, elle se répète et c'est toujours la même répression, la même, tu vois, même les mêmes dynamiques, les mêmes conflits en interne qui peuvent être générés au fur et à mesure de la lutte, etc. Compte, en fait, je me rends compte, au final, j'avais une grande ignorance de ce qu'était la lutte sociale et les mouvements sociaux. Et j'essaye de combler ces lacunes, là, au fur et à mesure, justement, en essayant d'étudier les luttes sociales du passé. Et finalement, beaucoup de Gilets jaunes, maintenant, étudient aussi les luttes sociales du passé. Parce qu'ils se rendent compte, en fait, qu'ils savaient pas vraiment ce que d'autres avaient fait avant eux. Et du coup, ils ont répété certaines erreurs qui auraient peut-être pu être évitées. Justement, donc voilà, donc effectivement moi ça a changé mon rapport aux mouvements sociaux et à la lutte sociale en général, que je m'y intéressais pas avant en fait. Ça a été un éveil pour moi, un éveil politique aussi quoi. Voilà. Voilà, on va vous remercier beaucoup. Donc